Vous écoutez Altitude, un podcast propulsé par Grimpeuse, présenté par Caroline Ciavaldini, athlète professionnelle, et Coralie Havas, journaliste. Nous, on est deux copines qui partageons la même passion pour l'escalade et pour les sports de montagne en général. Et on croit fermement au pouvoir des moments passés en extérieur pour se transformer, parce que ça a été le cas pour nous. Alors on trouvait bien dommage de ne pas partager ces belles histoires qui continuent de nous faire grandir avec vous. C'est pourquoi on a créé Altitude, un podcast où l'on va rencontrer ensemble des athlètes de haut niveau, des amateurs profondément passionnés et des professionnels qui évoluent dans le monde outdoor. Toutes et tous ont un point commun, avoir su faire de la place, parfois beaucoup de place, pour leur passion. Que ce soit l'escalade, la randonnée, l'alpinisme ou le trail. Ce n'est pas un, mais bien deux invités que l'on reçoit aujourd'hui dans cet épisode d'Altitude. On n'allait quand même pas faire l'affront de les séparer. Car Tristan et Luna font tout ensemble, et ce depuis toujours. Très vite, ils se sont illustrés en cascade de glace, une discipline dans laquelle ils brillent, au point de squatter les podiums des plus grandes compétitions internationales. Mais les frères là-devant, ce n'est pas juste une relation fusionnelle entre frangins, c'est carrément une entité. Car s'ils sont concurrents sur le papier, la cascade de glace étant une discipline individuelle, ils ont choisi de faire équipe dans la gestion de leur carrière. Une évidence pour eux, et un vrai atout dans leur quotidien d'athlète pro. Dans cet épisode, on a parlé de leur dynamique unique, de leurs expés mêlant vélo et grimpe, de leur voyage jusqu'au Pakistan et de leur impact environnemental, mais aussi de ce besoin de prouver qu'ils n'étaient pas là par hasard. Vous le verrez, leurs voix se ressemblent presque autant que leur parcours. On s'y perd peut-être un petit peu au début, mais très vite, chacun impose sa personnalité. Bon, on vous laisse avec Tristan et Luna. Bonne écoute! Bonjour. 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 Là, on est à quelques centaines de mètres de l'Ice Climbing Écrin. C'est le plus ancien événement de cascade de glace au monde qui existe depuis plus de 30 ans. Est-ce que c'est un rassemblement qui a impacté votre pratique ? Je pense qu'il a peu impacté dans le sens où nous, on est tout de suite tombé dans le côté compétitif au début. Enfin, c'était vraiment principalement ça qui nous a attirés vers le sport. Et du coup, on était plus orienté vers le côté compétition, mais assez rapidement, en fait, on a rencontré tellement de gens qui nous en ont parlé, qui étaient chaque année, les guides, les copains qui allaient au guide et tout ça, qu'en fait, c'est devenu quand même le lieu un peu où on avait envie d'essayer d'aller chaque année, même si c'était pas forcément réalisable par rapport aux emplois du temps qui souvent en fait tombent sur une Coupe du Monde et du coup, on n'est pas venu tant de fois qu'on aurait aimé. À l'Ice. Puis on est jeune, ouais. On est encore jeune, mais au final, ça fait une dizaine de saisons maintenant qu'on fait de la compète de glace et on a dû venir 3 fois à l'Ice. Ouais, on a dû venir 3 fois à l'Ice depuis 10 ans, donc ça fait peu. C'est peu, mais en fait à chaque fois ça tombe plus ou moins sur soit la Coupe du Monde de Corée, soit la Coupe du Monde en Suisse. Donc les années où c'est dans le trou entre les deux, on vient, on en a avec grand plaisir, mais voilà. Et là, quel est votre rôle à l'ICE où vous allez encadrer des ateliers? Vous allez faire quoi? Non, on va pas encadrer d'ateliers parce qu'on n'est pas guide, nous. Du coup, on va intervenir là un peu sur des stands de partenaires dans le salon. Et puis, on va essayer de faire la compète demain. Voilà, donc c'est pas une compète... pour nous, c'est vraiment l'idée de participer avec les copains et voilà, c'est pas un objectif... De faire le show un peu le soir. Ouais, voilà, c'est de faire le show et tout, mais c'est pas un objectif sportif en soi. Bon, alors moi, j'ai rien compris. C'est une Coupe du Monde ou c'est pas une Coupe du Monde ? Non, ce sera pas une Coupe du Monde. D'accord. Non, il y a eu un petit micmac là-dessus et nous, c'est un truc qui, d'ailleurs, on a trouvé un peu particulier, mais le sport est en train d'essayer de rentrer l'olympisme. C'est vraiment une des grosses directions en ce moment. Il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus au niveau politique et aussi au sein des fédérations et tout. Et donc vraiment, maintenant, c'est très cadré tout ça. Et donc là, aujourd'hui, à l'ICE, on peut parler d'un Open international à la limite, mais en aucun cas d'une Coupe du Monde. Voilà. Bon, alors, Coralie, elle déteste quand j'inverse des questions, mais voilà, je fais toujours n'importe quoi. Voilà. Et du coup, avant d'aller un peu plus loin dans les questions, je me demandais si vous pouviez pas vous présenter. Mais comme ça va être plus rigolo, Tristan, est-ce que tu peux présenter Luna ? Et Luna, est-ce que tu peux présenter Tristan ? Donc, alors, ça risque d'être répétitif sur les deux. Ouais, ça va être répétitif un peu. Mais si vous voulez, on le fait qu'une fois. Nous, on a l'habitude de se présenter en une fois. Ouais, mais on peut faire ça, c'est marrant. Moi, je présente Luna. Alors, Luna là devant, du coup. T'as 24 ans. Je dis une bêtise ?
Non. Non, Oh, bah, c'est ça pas- commence Ouais, mal. 24 ans. Ça commence très, très 24 ans. On est nul avec les âges. mal. Tu t'appelles Luna, c'est ça? Ouais, c'est ça. 24 ans. Donc, c'est le petit frère de la fratrie. C'est un doué, un rêveur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est le plus jeune, la plupart du temps, à avoir fait telle chose ou telle autre chose, gagné telle compète. Voilà, il a remporté le général des Coupes du Monde 2 fois, champion du monde. Enfin, voilà, gros Alors, juste, pour le public, on parle toujours d'ice climbing. d'ice climbing. Ouais. Ouais, exactement. Et tu Après- peux expliquer ce que c'est un petit peu plus Ouais. précisément? Alors, l'ice climbing, c'est donc il y a on va dire deux parties. Il y a les compétitions et puis le côté plus naturel. En compétition, le sport il a beaucoup évolué au final de la même manière que l'escalade sportive. Aujourd'hui, on évolue avec des piolets et des crampons un peu particuliers sur des murs artificiels en bois sur lesquels les ouvreurs vont rajouter des prises. Le sport a évolué de manière à ce qu'il y ait moins de glace maintenant parce que c'était trop facile pour les compétiteurs. Du coup, de les faire tomber, de les départager. Et donc, maintenant, il y a une grosse... comment dire, le côté vitesse est assez important. C'est-à-dire qu'on a un temps imparti, mais qui est beaucoup plus important qu'en escalade. Enfin, ça joue vraiment un rôle. Donc, la vitesse d'exécution, elle est hyper importante. Et c'est un sport qui s'est rapproché vachement, du coup, maintenant, quand même, de ce qu'on va pratiquer en montagne dans les nouvelles, on va dire, les nouvelles libérations de voies d'artif qui ont été ouvertes en hiver dans le passé. Du coup, on va tomber sur des mixtes qui étaient généralement artifés et qui étaient du coup vachement techniques, où maintenant, voilà, on va pouvoir aller libérer des longueurs hyper raides, voire très déversantes dans une face nord en altitude. Et du coup, Voilà. gagner beaucoup de temps Ouais. et se tourner vers une éthique qui est plus, qui va se rapprocher de ce qu'on cherche en escalade, quoi. Libérer des big walls. Ouais. Ça se rapproche plus de la pratique escalade que de la pratique alpinisme avec des. Au final, l'histoire de l'escalade et l'histoire de l'ice climbing, entre guillemets, sont dans un sens un peu parallèle, juste avec du retard, entre guillemets. Donc c'est marrant, on a un peu une idée de ce qui va se passer dans le futur, entre guillemets. Vu le développement de l'escalade, ça a une certaine parallèle, quoi. C'est rigolo, je sais pas moi ce qui va se passer en escalade dans le futur. Non, mais nous, par Non, mais contre, par on, contre, ce qui va se passer savoir en un peu. climbing. On a une petite idée, ouais. Vachement plus, quoi. Donc voilà. Et après, nous, à côté de ça, on est aussi grimpeurs, alpinistes. On fait pas mal de ski et de parapente aussi. Donc voilà, on est un peu touche à tout. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Luna? Je pense que j'ai un peu fait le tour. Ouais. Je sais pas, tu commences à faire notre présentation à tous les deux. T'as donné que des louanges, mais comme c'est t'es son grand frère, tu peux aussi donner des aussi critiques dire des cash, trucs. quoi. Parce que de toute Ouais. façon, on va les demander. Non, mais il donc, sait pas quoi dire. Non, il est parfait. Non, Enfin, rêveur, c'est pas qu'une qualité. rêveur, hein. c'est pas qu'une qualité, j'allais dire exactement. Ouais, ça peut lui permettre. Enfin, de plus en plus, il contrôle, mais ça lui a joué des tours, pas mal de tours, ce truc-là, de pas forcément être toujours ancré dans le moment et de. T'as gérer. raté des isolations, par exemple? Non, j'ai oublié de mettre des dossards pour grimper. J'ai oublié. Il a loupé des prises. J'ai loupé des prises. J'ai fait des trucs comme ça. Mais bon, quand même, ça va. Je pense qu'il y a pire. Je suis quand même D'accord, assez donc en fait, rigoureux dans ce que le je fais. rêveur, c'est pour dire tu planes, quoi. Ouais. C'est plutôt ça. Mais il y a le côté Je plane et positif je suis de un la peu chose idéaliste aussi. peut-être. Ouais, oui, d'un côté, ce côté rêveur-là, ça lui permet de moins se poser de questions et d'être plus instinctif aussi. Et donc, c'est le revers de la médaille, quoi, je dirais. Et bien en fait, j'ai pu être rêveur justement. Ça va transiter sur la présentation de Tristan, mais parce que Tristan, lui, il est à l'inverse, très très posé, organisé, carré, tout ça. Donc il peut gérer ça pour la D'ailleurs, fratrie. regarde, depuis tout à l'heure, Tristan, il parle bien dans son micro. T'as vu Et Luna, moi, pas je du parle tout. hyper bien là dans mon micro. T'es pas assez proche, je pense. Ah bon, mais attends, Ouais. je suis hyper proche là. Je suis sûr que tout le monde m'entend trop déjà. Non, mais t'inquiète pas, le pire, c'est toujours Coralie. Ah, ça va. C'est bon. Non, mais ouais, du coup, Tristan, c'est vrai qu'il gère quand même ça pour nous deux. C'est lui qui a organisé beaucoup plus de choses et tout. Après, là, plus on grandit, plus maintenant, je pense que notre relation elle s'équilibre. Mais surtout quand on a commencé il y a presque 10 ans, les sports qu'on fait maintenant, je pense qu'il avait encore beaucoup plus ce rôle de cadreur, enfin de leader, enfin je sais pas comment dire, mais de gérer tout, quoi. Puis moi, je passais derrière et je grimpais un peu comme je pouvais. Vu que t'es- Ah oui, du coup, faut que tu fasses ma. Bah, du coup, j'ai Oui. commencé à t'introduire. Ouais, C'était le vas-y, début de c'était le début de l'introduction. Les sports que tu fais, tu viens de les dire, parce que c'est ce qu'on fait tous les deux. Ouais. Grimpe, alpi, ski, parapente, mixte, montagne, tout.
Et bah ouais, du coup, plus carré, plus organisé, plus bosseur peut-être, un peu moins. Des fois, dans certains trucs, il va peut-être être moins doué ou talentueux dès le début, mais Je dois mais il en compenser. est pas moins rigoureux. Du coup, souvent, il arrive à raccrocher. Et puis, c'est pas vrai. T'as quand même plein de trucs où t'es bien doué. C'est juste que des fois, je suis peut-être plus doué que toi, quoi. C'est juste. Ouais. Ça, c'est certain. C'est certain. Ouais, ça fait hyper prétentieux, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Et voilà, que dire d'autre? Non, je sais pas. Je On suis se présente plus vieux. toujours en. Je suis plus vieux. Ouais, il est plus vieux. Il a 26 ans, bientôt 27. Ouais. Et on se présente toujours en disant on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est rare ouais, qu'on fasse un. Donc, je on sais pas sépare. quoi dire de plus sur lui. Ça me viendra tout à l'heure. Là, je vais totalement bouger notre organisation. Ah bah alors là. D'habitude, c'est Feel free. mais là, il nous donne les transitions assez faciles. Du coup, ouais, en fait, avec Caro, quand on s'est rendu compte que quand on parle de vous dans le monde de la montagne, on dit les frères là devant. Et même là, quand vous vous présentez, vous avez tendance à vous présenter à deux. Et est-ce que vous avez choisi de... Enfin, on a l'impression, vu de l'extérieur, que vous avez choisi de faire de cette relation fraternelle une vraie identité, un peu à l'image des frères Pou ou des frères Mawem. Et vous avez notamment un compte Instagram pour deux, même si on a vu que vous avez aussi des comptes individuels, mais qui sont moins alimentés que le compte. Un compte. peu caché, ouais. Ouais. Mm. Et est-ce que vous voyez ce duo comme un avantage ou un inconvénient ? Ouais, je pense que Ouais. Je sais, mais je Non, mais pour te donner un peu l'histoire du truc, en fait, je sais pas comment les autres fratries ont évolué. Tu vois, j'ai lu un peu les frères Huber, par exemple, et du coup, j'ai un peu plus l'idée. Et nous, c'est vrai que ça n'a pas du tout été joué ou une contrainte de faire ça. C'est juste que de par l'éducation qu'on a eue et ce qu'on a vécu quand on était tout petit, on a toujours en fait été à deux, très très fusionnels. À devoir veiller l'un sur l'autre, se gérer entre nous. Et du coup, c'était juste la logique de notre vie, en fait, de continuer comme ça, parce que c'était déjà notre fonctionnement. Et donc, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte aussi que c'était un grand avantage pour plein de choses. Déjà, on a créé, du coup, on va dire, une marque, entre guillemets, qui nous permet de désindividualiser beaucoup de choses, notamment les blessures, les performances, les temps d'absence, toutes ces choses-là, en fait, on s'en rend moins compte de l'extérieur parce qu'on est deux et que c'est la marque Les Frères là-devant, entre guillemets, et du coup, c'est plus facile de gérer tout ce qui va avec notamment les partenariats, qui des fois peut être très compliqué à gérer quand tu es un seul athlète, parce que quand tu es blessé, on s'en rend tout de suite compte. Du coup, tu n'es plus là. Pour les contrats, ça a des désavantages parce que souvent on est un peu moins bien payé, mais par contre c'est aussi une force parce qu'on nous signe plus facilement. Et après pour tout le reste de la vie, c'est beaucoup plus facile parce que du coup on mutualise beaucoup de choses, les démarches, les budgets, et notre plus grande force c'est le fait que du coup on est tout le temps ensemble à l'entraînement, et ça c'est un power qu'on se rend de plus en plus compte, je pense, à quel point c'est insane ce que ça représente d'avoir toujours quelqu'un qui est là pour pousser le chariot quand toi, tu as du mal à avancer et qui vient vraiment, qui connaît, on va dire, la personne que tu es et dont tu es capable, et du coup qui va pas te mentir comme des fois on peut se le faire un peu, de se mentir à soi-même, et qui va dire non, là, tu n'as pas donné ce que tu avais à donner, tu te fous de moi. Donc, des fois, ça permet de pousser un peu plus loin, je pense. Il y a plein d'avantages. Ouais, et même, tu vois, nous, ça va plus loin maintenant. C'est vraiment l'équipe, tu vois. On se considère comme une équipe, et où il y a nos objectifs individuels et tout ça, certes. Mais après, vraiment, chaque victoire, chaque médaille, chaque projet réussi ou quoi, c'est vraiment un truc qui est à nous deux, et où les bénéfices, quels qu'ils soient, de ces performances arrivent pour nous deux, tu vois. Et ça va jusqu'au financier, entre guillemets, où on n'a pas de compte individualisé. En gros, toutes nos finances sont... Vous avez un compte en banque. Ouais, non, on a deux comptes en banque, mais tout est mutualisé pour que ça fonctionne. En gros, l'idée, c'est vraiment ça. C'est comme si on avait qu'un compte en banque. On a juste une carte bleue chacun, mais c'est... Et vous habitez ensemble ? Ouais, on habite encore ensemble, depuis tout petit au final.
On était déjà tous les deux en appart. Je devais avoir quoi, 17 ans ou... Non, peut-être 17-18 ans. Toi, t'étais un peu plus jeune du coup. Et depuis, on est resté comme ça. Bon, ça va peut-être changer un de ces quatre quand même parce que il y a les problèmes. Mais je pense qu'il y aura toujours cette volonté-là. Attends, tu l'as interrompu au moment. Non, ouais. Non, mais il y a les histoires un peu, enfin, on va dire le côté familial qui, des fois, est du coup un peu plus compliqué à gérer avec le temps, mais Bah, vous grandissez à un moment, voilà. vous aurez peut-être Mais, envie de pas. Enfin, ouais. Mais on sait qu'on aura toujours, enfin, même là, dans, on va dire, la manière dont on se projette, on est toujours en train de regarder de manière à peut-être avoir une maison coupée en deux ou un appart l'un sur l'autre ou quelque chose, parce qu'en fait, on voit bien que ça marche pas. Les périodes où on est trop séparés, ça fonctionne pas. Ça nous demande trop de charge mentale pour de nombreuses raisons. Là, Les on a organisations. tellement de matos en commun, les organisations des projets. Enfin, il y a On une est- facilité énorme à être ensemble. On Et- est au tel tout le temps, en fait, sinon, Ouais. quand on n'est pas ensemble. On est tout le temps en train de s'appeler tout le temps et ça devient insupportable. Et même dans le futur, même si on réfléchit à entre guillemets, se séparer, plus vivre ensemble ou quoi. c'est On hyper dirait rigolo. un couple, t'as vu. Ouais. Mais genre à plus vivre ensemble ou quoi, je pense qu'il y aura cette volonté, parce que ça nous paraît entièrement normal, d'avoir des finances professionnelles équitables, tu vois. Même s'il y en a un qui des fois va signer un plus gros contrat une certaine année parce qu'il y a tel ou tel résultat. Tout Ouais, ça ou pour même nous, les en fait, price money, tout c'est ça. tellement les deux qui ont agi en conséquence, enfin qui ont agi pour en arriver à cette finalité, que ça nous paraît vraiment normal de derrière partager tout, tu vois. Je vois bien, bah, moi l'avantage c'est Toi, tu vois un peu. c'est autorisé. C'est normal dans ma vie, mais bah oui, Toi, oui. c'est dans les clauses du mariage. Bah, ouais, c'est même plutôt si on faisait les choses séparément, ça ferait bizarre. Mais oui, je vois bien, il y a plein de trucs où il y a énormément d'avantages d'être à deux, d'un point de vue professionnel aussi, d'avoir quelqu'un qui tu t'énerves sur un truc, d'un point, je sais pas moi, une relation professionnelle qui est complexe, t'es deux à penser et T'as des angles de vue. Hein. Ouais, exactement. T'as deux angles de vue, même si bah faut faire attention parce que des fois t'es deux à aller dans la même direction et des fois tu vas vraiment très très loin parce que t'es deux à penser la même chose. Et ouais, faut faire attention à. Tu peux être deux à avoir tort quand même. Mais c'est bien d'aller loin dans la connerie. Des fois, c'est bon. Ouais. T'apprends Non, mais plus. entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et d'autant plus, justement, je pense dans un couple, on a plus vite fait d'avoir une histoire qui est différente et du coup, d'avoir quand même des points de vue qui vont être plus divergents dans plein de situations. Nous, là où des fois, il faut qu'on fasse vraiment gaffe, c'est qu'au final. Oui, vous avez la même histoire de vie. On a 25 ans de vie commune quasiment, donc en fait, c'est. Ouais, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble, on a tout développé ensemble. Donc, Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est dans les questions vous pouvez nous parler de votre. Alors attendez, moi j'ai. Comme info, j'ai que vous avez grandi à Barcelonnette et il y a une histoire de yourte, mais je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. ouais, si, c'est vrai. En fait, on a ouais. beaucoup voyagé en France quand on était petit. En gros, on a habité dans vraiment plein d'endroits. Mais donc, il y a eu, oui, une période où on a vécu en yourte. D'abord très isolé, on va dire, puis moins après, quand les contraintes de la vie ont dû nous rapprocher, entre guillemets, de la ville. Mais ouais, au début, c'était une yourte qui était posée en montagne. Il n'y avait pas l'eau courante, pas l'électricité. L'hiver, il n'y avait pas d'accessibilité avec la route. Voilà. Donc, notre maman, elle a un peu... voilà, elle a porté ses ovaires là pour le coup et elle a fait un truc un peu fou que tout le monde, je pense, trouvait insensé et pas du tout safe ou quoi que ce soit. Et donc on a vécu quelques années, je sais plus exactement, 3 ans, je pense. 3-4 ans là-haut. Et 3 ensuite ans. on a redescendu la yourte plus bas en vallée pour être plus proche parce que moi je voulais être en ski-études à cette période-là, donc il fallait que je sois proche du collège et du Je crois lycée. que ça devait être genre moi de mes 5 à 8 ans. Donc Tristan, 3 ans de plus. Ouais. Après. Ouais, ça doit être ça. Donc, ça fait vraiment jeune pour être. Mais pour l'école, ça se passait comment? Alors nous, on a été peu scolarisés dans le public. Dans le privé. Enfin ouais, non mais voilà, on a été beaucoup scolarisés à domicile. En fait, on a fait souvent des sauts dans des établissements, à rester 1 an ou des fois moins. Principalement pour le sport. Notre mère nous proposait, on va dire, de faire l'école à domicile. Et quand on en avait entre guillemets marre et qu'on se disait que c'était peut-être mieux d'être dans le public, et ben, enfin dans une autre école, on va dire, et ben on voulait essayer. Elle nous laissait la liberté de le faire et si ça nous saoulait, on revenait quoi.
Du coup, c'est pour ça que ça nous faisait faire des fois Mais- un an au collège ou Ouais. quoi, machin. Et ça a été cool parce que du coup, ça a été vraiment une possibilité de tester et de se faire notre opinion, nous, et de décider, nous, de revenir à la maison. Et parce que c'était des avantages de fou. C'était du temps libre énorme. On était vachement plus rentable à bosser chez nous. On pouvait bosser 4 heures par jour, faire 2 programmes en un an, jamais bosser Ouais. le week-end, jamais avoir de devoirs. On n'était pas mauvais en cours, du coup ça facilitait un peu aussi. Là, il vend l'école à domicile un peu facilement quand même, mais Non, mais par contre, les 4 ouais. heures par jour, on bossait genre Oui, vraiment. on bossait fort. vraiment. Ouais. Et notre mère, elle est rigoureuse comme jamais, horrible, tu vois. Le truc, Stakhanovitch. c'est vraiment Ah, mais du coup, elle vous a peut-être aussi à donner une discipline que vous appliquez au sport. Ah ouais, complètement. Et Exactement. surtout une autonomie, je dirais plutôt. Parce que l'école, c'est juste... comment dire? Si tu veux être bon à l'école, je pense qu'il faut de la rigueur. Mais par contre, c'est l'autonomie qu'on enlève beaucoup, je trouve. Et surtout, je pense que c'est surtout la façon de penser en dehors du cadre qui est Ouais, une certaine forme énorme. d'intelligence. Une Ouais, intelligence différente, en fait. Mais du de coup, la- c'était pas super dur de retourner. En fait, je pense Non, au que les contraire. enfants qui sont à l'école, ça leur paraît. Ouais. Ils se rendent pas compte à quel point il y a un cadre, mais Ouais. pourtant je suis prof de bio, mais du coup, je suis encore plus consciente. Oui. Enfin, je pratique pas beaucoup d'ailleurs. Ouais. Si, Voire pas du tout. Ouais. Ouais. Mais il y a un cadre énorme en fait Énorme. que notre société pose sur les enfants, et vous étiez pas dedans, et du coup, Et ça oui mettait et des non. incompréhensions. Ça Ouais. mettait des incompréhensions des fois où on trouvait des choses complètement stupides et on comprenait pas justement pourquoi on nous demandait de faire ça. Notamment d'apprendre des choses pour les oublier l'année d'après. Enfin, plein de détails comme ça, tu vois, qui étaient très durs à comprendre pour nous dans le cadre scolaire. Et à la fois, on était quand même bien dans la société, c'est-à-dire qu'on faisait partie de beaucoup de clubs sportifs, on était au conservatoire de musique. Enfin voilà, du coup, on était quand même dans un certain cadre où on n'était pas isolé que chez nous, à voir personne. Et Ouais, à les faire cadres de l'école à la société, on maison. les avait ailleurs, en fait. C'est ça qui veut dire, je pense. Les cadres de société, on les avait ailleurs. Et au final, on s'est même rendu compte que retourner à l'école, c'est juste que c'était pas très confortable parce que d'un coup, on se rendait compte du temps qu'on perdait, des libertés qu'on avait en moins. On était grands sportifs quand on était jeunes déjà. Et du coup, de voir que le soir, il fallait encore faire des devoirs, que tu avais passé la journée en cours. Moi, le seul moment où j'ai trouvé ça rentable, c'est quand j'étais en ski-études, parce qu'en fait, ça me permettait de skier tous les jours quasiment l'hiver et d'avoir un accompagnement hyper poussé. Enfin voilà, c'était incroyable. Mais en dehors de ça, j'y voyais peu d'avantages. Puis on n'était pas que grands sportifs, on Donc, était voilà. grands joueurs extérieurs professionnels, quoi. On voulait aller jouer dehors et, Tout le temps. Ouais, et c'est voilà, vrai. profiter ensemble dans la nature Ouais. et c'est tout, quoi. Faire des cabanes, des barrages, Ouais. toutes sortes de conneries. et votre maman, elle jouait avec vous, elle faisait quoi? Pardon, Non, on est hyper loin de la question sport. Ouais. Forcément, j'ai des Ouais, enfants en ça- bas âge, ça m'intéresse, moi. Ça a un peu dérapé, mais c'est intéressant, ouais. Non, nous, notre maman, elle jouait pas forcément avec nous. Elle était hyper présente pour nous amener justement aux activités, au ski, au basket, à la musique, tous ces trucs-là qu'on a fait quand on était plus jeune. Mais par contre, on avait énormément d'autonomie et de liberté. Généralement, on travaillait 4 heures le matin sur les cours, quoi, entre guillemets. Et puis après, on avait toute l'après-midi en autonomie à barlinguer dehors, à faire des cabanes, faire des bêtises. Des bêtises, on en a fait pas mal, du coup. Et, Mais pas des graves. et puis voilà. Pas des graves Pas des bêtises, trucs, hein, mais voilà, non, mais c'était beaucoup d'autonomie dehors et tout. Et je pense que ça, c'est pareil, c'est un truc qui nous a pas mal poussé dans la direction où on est aujourd'hui. Enfin, quand on repart en voyage ou en expé aujourd'hui, c'est un peu le retour aux cabanes de quand on était petit, quoi. C'est marrant. Voilà. Tu fais des cairns dans un camp de base pendant 5 semaines, voilà, c'est comme un retour en enfance. Et comment est-ce que vous passez de cette enfance-là au sport de compétition? C'est quoi la transition? Bonne question. Bon, non, mais on a toujours été hyper compétiteurs, déjà entre nous deux. Il y avait une rude compétition quand on était petits. Mais vous auriez pu être nuls tous les deux. On aurait pu être nuls tous les Mais deux. on ouais. aurait été quand même dans la compétition. Mais on aurait quand même été compétiteurs. Non, ouais, bah déjà, on était très très nuls dans les sports qu'on faisait au début, hein, parce qu'on a commencé le ski alpin, c'était notre première discipline sportive, vachement tard par rapport à... Ouais, mais par rapport au moment où on a commencé, on n'était pas nuls. Hein. Non, mais je veux dire, quand on allait en compète, on prenait des râteaux, Ah quoi, oui, oui. des violents râteaux au début, parce que en fait, les gamins avec qui on courait, ils avaient attaqué à 3 ans. Nous, on a attaqué à skier, je sais pas, 5-8 ans, la différence, c'est énorme.
Donc au début, on n'était pas du tout bon, mais c'était quand même la compétition qui nous motivait à fond. On voulait vraiment faire ça. Donc on a fait pas mal de compétitions en ski alpin, après en basket, beaucoup aussi. Ouais, on était assez bon. Moi, j'ai arrêté au club de Gap, je crois, et on rentrait en N3, si je dis pas de bêtises. Donc on commençait à jouer des grosses équipes et tout. Et c'était pareil, c'était un truc qui me plaisait bien, mais je pouvais plus tout faire. C'était l'escalade qui primait à ce moment-là. Donc voilà. Et ouais, on a toujours été quand même des gros compétiteurs dans l'âme, je pense. Donc en fait, on a eu une éducation à domicile, on va dire, mais tout en ayant vraiment le pied dans la société de toutes ces grands trucs qui sont ces cadres de la société, de la compétition, du social, de tous ces trucs-là, c'était ancré. C'est un peu contradictoire au final. Ouais. Mais... Voilà. En fait, c'est ça. Je pense qu'on a pris le bon et on a enlevé le mauvais qu'on avait envie d'enlever. Je pense que c'est vraiment ça. C'était un truc à la carte. Bah là, vous le vendez tellement bien que je vois pas le mauvais dans votre éducation, mais ça me paraît pas possible quand même. Non, mais là, le cadre compétition, c'est quelque chose qui est quand même un peu qui peut être critiqué. Ah oui, je suis d'accord. De toujours être en compétition et tout ça. Et nous, ça a été quand même un peu notre éducation. Mais pas volontairement, malsainement, on va dire. Mais nous, on avait vraiment cette envie-là d'être dans des sports en compétition et tout ça. Et voilà, quoi. Et d'ailleurs, la compétition entre vous, ça a jamais posé problème? Ou Non, vous êtes jamais. déjà tapé dessus? Et je pense, que ça a fait pour d'autres raisons, mais pas pour la compétition. Ce qui a fait que ça a jamais posé de soucis, c'est qu'on a 3 ans d'écart. Et du coup, on n'a jamais été dans les mêmes catégories de tout ce qu'on a fait. Donc en fait, il y avait de la compétition entre nous à la limite quand on s'entraînait ou quoi. Mais en fait, quand il y a cet écart d'âge jeune, du coup, tu te mets pas sur la même, tu te mets pas sur le même piédestal, tu vois, parce qu'il y a trop de différences physiques, tout ça. Tristan, il a été beaucoup plus fort que moi dans tout, jusqu'à il y a pas longtemps qu'on arrive. Les muscles qui poussent. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, il n'y a pas de. Mais maintenant, vous êtes adulte, vous êtes dans la même catégorie. Ouais, non, mais en plus, on a été dans la même catégorie assez jeune au final, parce que à 16 ans, Luna, il était surclassé en senior, et du coup, on était sur les Coupes du Monde en même temps. D'ailleurs, au début, il me mettait la fessée, direct, même à 16 ans. Donc, non, la compétition, on a vite eu entre nous aussi, mais comme il dit Luna, toute notre période plus jeune, du coup, on n'avait pas réellement d'éléments de comparaison direct. Et du coup, ça faisait une compétition qui était hyper saine, parce que c'était juste une compétition à l'entraînement. Et aujourd'hui, je pense qu'on garde ce truc-là, et on l'a juste adapté au fait que, mine de rien, on est quand même à un moment concurrent quand on est avec notre nœud au Baudard, quoi. Mais c'est le seul moment, et au final, on se bat contre une voie et pas contre l'autre, donc ça calme. Je vais revenir sur mon expérience. Moi, quand je faisais la compétition, je détestais tous mes adversaires. Mais je les haïssais, quoi. Et ça sortait... mais je me rappelle des trucs du genre dans ma tête. C'était le cadre qu'on m'a donné aussi. On m'a appris à mon époque de l'équipe de France d'escalade. C'était vous êtes des soldats, vous allez à la guerre. C'était ça qu'on nous disait. Et je me rappelle dans ma tête faire tombe, quoi. Et du coup, je peux pas imaginer. Enfin, c'est peut-être moi. En tout cas, ma sœur, elle a arrêté l'escalade, quoi. Il y en aurait qu'une seule qui pourrait survivre. Elle a arrêté la phrase et elle s'est dit ça va donner le thème à tout le monde. Non, moi je pense, en vrai, personnellement, j'ai peut-être eu plus ça un peu dans les débuts de la compétition plus sérieuse. Et je crois que on a pas mal bossé aussi avec notre prep mental. Enfin, moi je l'ai bossé avec mon prep mental. Et je vois plus le truc maintenant en mode je suis convaincu que je suis le plus fort, parce que déjà ça m'aide, je pense, à performer. Et par contre, celui qui me bat le jour où je suis fort, quelque part, je peux que être vraiment impressionné et le respecter, le voir un peu comme sur ce moment-là comme un maître, tu vois, de dire waouh, c'est impressionnant, quoi. Après, j'avoue qu'il y a quand même plein de fois, si tu grimpes et que le mec derrière il grimpe et que c'est lui qui définit ton résultat. Ouais, voilà, mais c'est pas le tombe, il est pas loin quand même, hein. Tu l'as quand même à l'intérieur de toi, mais c'est pas, du coup, pour moi, c'est pas lié à la personne, c'est lié à sa performance, quoi. C'est vraiment, c'est-à-dire, pourvu qu'il ait un coup de pas de chance, qu'il ait la prise qui zip, qu'il fasse une erreur là ou qu'il n'arrive pas à clipper, j'en sais rien. Mais pour moi, ça n'a pas de lien avec la personne. C'est-à-dire que la personne qui pour le coup, je peux l'aimer énormément, tu vois. Ça peut être un autre concurrent que j'apprécie beaucoup, quoi. Il y en a très peu. Il y en a un des compétiteurs que j'aime pas, mais c'est plus personnel. Mais aussi, je pense que ce que tu racontes, c'est peut-être un truc que j'ai en tête qui est complètement faux, hein.
Mais j'ai l'impression que c'est assez féminin comme. Enfin, j'ai eu beaucoup ces retours-là, en tout cas. Pavé dans la mare. Pavé dans la mare. Non, mais j'ai plus l'impression d'avoir ces retours-là dans les compétitrices que dans les compétiteurs. Je sais pas si c'est le cadre fédéral qui a inculqué plus ce truc-là, ou il y a une compétition qui est un peu plus, je dirais, cinglante, sournoise. Ouais, sournoise, c'est peut-être plus le terme. Est-ce que c'est pas un espèce de cliché qu'on porte aux femmes où on peut-être. dit, nous, c'est ce qu'on nous dit dans notre âge aussi. C'est beaucoup toutes nos connaissances, nos potes, nos copines. Tu vois, au final, on connaît des compétitrices maintenant dans le haut niveau dans plein de domaines. Tu vois, du bobsleigh à l'escalade, en passant par. Enfin, vraiment, on connaît des sportifs de haut niveau et on aime bien parler ensemble. Tu vois, notre prépa mentale, il a une team de prépa mentale. En fait, on est plein d'athlètes internationaux dans cette team et en fait, on a des moments d'échange. Mais de tous sports confondus. Et c'est tous sports confondus. Il va y avoir des rugbywomen, des athlètes de saut à la perche, et du golf. Et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, de voir ça. Comment dire, de pas être que dans notre sport à nous et comment ça fonctionne. Et c'est vrai que des fois, j'ai eu cette impression-là. Alors, je me suis dit, tu vois, peut-être je t'en parle, c'est intéressant, mais peut-être c'est complètement faux et je me trompe complètement, je sais pas. J'ai pas fait une étude sur le sujet, hein. Mais je pense qu'aussi, en tout cas, historiquement, les entraîneurs nationaux sont presque tous des hommes. Bah oui. Et ils ont cette préconception de la façon dont ça se passe, la relation entre compétitrices. Donc on m'a toujours dit, depuis que je suis toute petite, que les filles se bouffent le nez en compète. Et du coup, ça conditionne. À quel point tu es conditionné, voilà. Sûrement. L'œuf ou la poule. Exactement. Et on m'a toujours dit que les garçons étaient vachement plus copains entre eux. Voilà. Ouais, est-ce que c'est faux ou pas, ça c'est une grande question. Mais alors, comment ça se passe Je sais pas. Nous, on est un peu. J'ai tendance à dire que nous, on est peut-être un peu protégés par ce truc-là, parce qu'au final. Quand bien même on fait partie d'une équipe de France, nous on est une équipe à l'intérieur de l'équipe et du coup je pense qu'il y a plein de fois où on est tellement nous dans notre truc, dans notre bulle à nous je pense qu'on est protégé de pas mal de ces choses-là, tu vois, on regarde pas trop ce qui se passe autour, je pense, il y a plein de fois. Donc je me rendrai pas bien compte à mon avis. Mais oui, c'est sûr que de la mauvaise rivalité, il y en a aussi plein chez les hommes. Hein. Et tout à l'heure, vous parliez de votre écart d'âge, donc vous avez à peu près 3 ans d'écart. Ouais. Est-ce que, donc Luna, tu es le plus jeune, est-ce que tu penses avoir suivi un petit peu le chemin tracé par ton frère ? Est-ce que, en gros, tu aurais eu le même parcours de vie sans lui à tes côtés ? Est-ce que tu penses ? Non. Enfin, je suis sûr que j'aurais pas eu le même parcours et je suis sûr que je l'ai suivi. Tu peux détailler un petit peu ? Je peux détailler hyper facilement. Par exemple, moi on a commencé l'escalade. Je sais plus, c'est presque moi qui nous est presque remis à l'escalade, tu sais, à Gap. Donc l'escalade, je dirais que ça vient presque de moi qu'on se soit remis à l'escalade. On avait testé un coup à Barcelonnette et ensuite c'est un peu moi par hasard qui nous est remis en gros. Et par contre, après, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'on faisait beaucoup de musique. Et moi encore plus, j'avais vraiment envie de faire ma vie dans la musique. De devenir, tu vois, le rêve de gamin d'être une star. Je faisais de la batterie, donc d'être une star internationale à faire des concerts devant des milliers de personnes. Et en fait, Tristan, il a commencé à faire de la montagne. Il a découvert un peu la montagne par des groupes et par un peu un gars qu'il a pris sous son aile et qui l'a amené faire des trucs en montagne, des grandes voies. Voilà, il a fait découvrir un peu tout ça. Et au bout d'un an, moi, j'ai commencé à me demander pourquoi moi je faisais pas ça, quoi, tu vois. Donc je me suis un peu demandé est-ce que je préférais faire de la musique ou de la montagne, quoi. Et du coup assez vite j'ai penché vers la montagne aussi pour suivre Tristan, je pense. Ça c'était pas la décision principale, mais je pense que dans mon inconscient ça devait jouer un rôle c'était énorme. T'imagines, mec, tu passais 8 heures devant ton instrument par jour et moi j'étais dehors tout le temps et du coup on se voyait plus. Je pense que ça a dû jouer énorme. Ouais. Donc voilà, et puis je voyais un peu la différence entre ce rêve de gamin de faire des concerts comme ça et la réalité du boulot que ça représente et du milieu aussi. Du milieu aussi, de comment est le milieu. Et voilà, du coup j'ai changé d'avis. Mais donc vraiment clairement, on peut dire que dans la finalité, j'ai suivi Tristan dans la montagne, quoi. Et toi, Tristan, la musique, c'était ton truc à un moment ou pas trop ? J'étais bien moins doué que Luna, donc moi j'avais pas de grande carrière qui s'ouvrait à moi, donc il y avait moins ce truc là et puis
Et puis, ouais, je pense aussi, comme j'étais un peu plus âgé, j'avais peut-être un peu plus la vision de ce que c'était réellement de faire métier là-dedans. Et je pense que j'avais plus besoin d'être dehors et de faire des trucs dehors. Et du coup, c'était assez logique pour moi de lâcher côté musical. C'était tracé, quoi. Lola, il y a un truc qui m'a fait tilter quand même, ce rêve de gosse d'être une star internationale et tout. J'arrive pas à me rendre compte quelle est la proportion de gamins qui rêvent de célébrité. Mais c'était hyper présent, hyper tôt. Est-ce que dans votre approche de l'escalade, il y avait ce rêve, je veux être sponsorisé? Au début, c'est sûr que non, parce que déjà, au début, ça paraît complètement inatteignable. Enfin, être grimpeur pro. Tu serais surpris. James, depuis qu'il est tout petit, il voulait être sponsorisé. Je savais pas ce que je voulais dire, mais. Ouais. Non, mais non, on moi, vient pas du tout d'un milieu où on n'avait même pas la connaissance. On s'est mis à grimper tard. On a mis du temps avant d'être pas mauvais en compétition et tout. Non, je pense qu'il y avait aucune prétention d'être un athlète pro au début. C'était pas le guide. Par contre, je pense que tu touches un truc quand même, c'est que c'était pas dans le milieu de l'escalade, mais par contre, on a toujours eu tous les deux, même dans nos scénarios de jeu de quand on était gamin, tu vois, ces trucs-là, je m'en rappelle un peu, il y avait toujours un effet de grandes choses, tu vois, de célébrité ou de grandes choses, mais il y avait un drive autour de ça. Et ça a toujours été présent, quelles que soient les disciplines qu'on a eu faites. Tu vois, il y avait quand même vachement ce truc de l'excellence, d'être le meilleur dans un truc. Et aussi un peu, je pense, par le chemin de vie qu'on a eu, où il y avait aussi une revanche à prendre. Et tu vois, on vient d'un environnement social peu aisé, entre guillemets, voire pas du tout pendant une période de notre jeunesse. Ça a été la grosse la galère. la façon dont tu en as parlé plus tôt, ça avait l'air d'être un choix de votre maman. Mais bon, après, c'est un choix qui coûte cher, entre guillemets. Un choix de quoi, pardon, tu dis un choix. Je peux pas imaginer, mais choisir de vivre en yourte, forcément, ça va être hyper limitant sur tes possibilités de travail. Et du coup, ça va impacter les finances à fond. Ah, complètement. Donc, Mais son idéal, c'était plutôt dans l'autre sens. C'était plutôt, elle voulait vraiment s'occuper de nous. Et du coup, qu'est-ce qui allait lui coûter le moins cher pour pouvoir s'occuper de nous? Du coup, c'était plutôt dans ce sens-là le fonctionnement, elle, de son côté. Et du coup, par contre, oui, ça a amené à une précarité financière à un moment qui était quand même importante. Et que nous, enfin, en tout cas, moi, il y a eu une période que j'ai hyper mal vécue à ce sujet-là. Et où c'était un peu en mode, ça, plus jamais, tu vois. Et du coup, il y a eu ce truc un peu où t'as... Ouais, il y a un drive quand même de je veux être excellent, je veux sortir de cette histoire, tu vois, et plus jamais avoir à y remettre les pieds. On va appeler ça de la pauvreté, en fait. Voilà, je pense. Ouais. Enfin, ouais, complètement. Hein. Non, mais moi, tes yeux ont changé un petit peu quand tu parles de ça. Aujourd'hui, je peux le dire. Avant, c'était un truc que j'avais du mal à exprimer, mais moi, le jour où il a fallu aller au Resto du Cœur, ça a été un truc d'une violence pour moi où je me suis dit, mais ça, c'est never again, quoi. Genre, plus jamais de ma life, je me retrouve dans cette situation. C'était un truc c'était violent de ouf. Et donc, tu vois, je pense qu'il y a eu un peu ces trucs-là, plus notre mère avait quand même une façon de nous éduquer où c'était toujours tu fais les choses, donc tu les fais bien. Tu vois, on était un peu touche à tout, dans un sens, mais on faisait jamais les choses à moitié. Et vraiment, c'était son grand truc, ça a toujours été ça, tu vois. Quand on a attaqué le ski, on était nuls. Mais par contre, elle nous a dit, vous allez devenir bon, vous en faites pas, regardez, on va y aller tous les jours. Tous les jours, elle venait au ski avec nous. On skiait, je sais pas combien d'heures, il pleuvait, il neigeait, n'importe quoi, ça me battait les couilles. Et du coup, c'était un peu, il y avait un petit côté, je dirais pas militaire, mais il y avait un petit côté un peu Stakhanovitch quand même. Et donc ça, plus ça, je pense que ça te donne un peu... militaire, force spéciale, commando d'élite. Ouais, voilà, exactement. Non, mais tu vois, ça donne un peu ce que tu as ressenti quand Luna il en a parlé. Je pense que c'est un peu ça, tu vois. C'est ce truc un peu... Il y avait quand même une revanche à prendre sur ce sujet-là, ouais. Mais le terme revanche, il est assez fort. C'est une revanche vis-à-vis de quoi exactement? De qui? Parce que... Non, On fait une séance de psychologie en même temps. Ouais, de ouf.
Non, je pense par rapport à justement à ces situations dans lesquelles on s'est retrouvé à des moments, tu vois. Nous, enfin moi en tout cas, j'ai vécu mon enfance super bien et je suis refait d'avoir eu toutes ces opportunités-là et ce que ça m'a permis d'être aujourd'hui et tout, c'est incroyable. Mais il y a eu des petits moments pas faciles et ces trucs-là, des fois, même s'ils sont petits, ils ont des impacts énormes, tu vois. Je pense. Parce qu'après, c'est de la manière aussi avec laquelle on a vécu le truc, mais on peut. Enfin, tu vois, tu parles de pauvreté. Ça, c'est relatif et on peut pas dire que quelqu'un qui skie, qui fait du ski alpin en compétition, qui fait du basket, de la musique, des machins et tout, on peut pas. Enfin, voilà, c'est relatif d'appeler ça pauvreté. Après, c'est comment tu vis autour de ça. Et le train de vie qu'on avait à côté, c'était un train de vie vraiment pauvre, on va dire. Mais par contre, il y avait quand même des choses que la classe très basse ne peut pas se permettre. Bah, après, la pauvreté, enfin, C'est relatif. En dans, vrai, ça veut tout et dans rien dire. l'imaginaire aujourd'hui, c'est pratiquement à la mode, quoi. C'est d'être en décroissance, quoi. Donc, moi, je vois pas mal, mais bon, moi, je le vis pas non plus, hein. Donc, facile de faire les louanges. Après, tu le vis pas tous les jours. Et Luna, tu l'as vécu comme Tristan ou t'étais plus petit, donc. Ouais, j'ai été plus petit. Je pense que c'est moins un truc qui m'a marqué. C'est moins un truc qui m'a marqué. Par contre, c'est un truc qui, quand même, qui est vraiment présent en moi. Je pense d'une manière peut-être plus inconsciente. Mais je sais que, entre guillemets, je veux pas travailler pour faire de l'argent. Mais je veux gagner de l'argent et je veux être bien dans ma vie et je veux pas avoir de soucis à me faire de ce côté-là du tout, tu vois. Ça reste vraiment un objectif quand même à part entière, tu vois. Ouais. Je pense qu'il l'a moins vécu comme ça parce qu'on n'avait pas de père. Et du coup, c'est quand même vite moi qui avais un peu ce rôle-là dans un sens. Et donc, le côté responsabilité était plus un peu. Vu que je suis plus rêveur, tu sais. Bref, on en revient à l'introduction. Tu penses que toi, Tristan, t'as grandi un peu plus vite que ton âge? Ah ouais, clairement. Tristan, beaucoup, moi un peu déjà, mais alors Tristan, beaucoup. Ah ouais, clairement. Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, assez rapidement, je me suis retrouvé à. Enfin, on était en coloc avec Luna et Luna avait 16 ans. Donc, je gérais, tu vois, pas mal de trucs quand même autour de tout ça. Bah, ça dépend du gamin de 16 ans, mais. Ouais, bah non, mais il était pas idiot. 15 ans. Mais ouais, 15 ans, tu vois, c'est quand même assez jeune. Et surtout, on avait, entre guillemets, on était déjà quasiment dans le même fonctionnement qu'on a aujourd'hui, un peu de carrière de sportif de haut niveau. Du coup, tu vois bien, tu dois gérer beaucoup de choses. Enfin, une carrière de sportif de haut niveau, il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Toi, tu sais ce que c'est, mais. Puis c'était le pire, tu sais, c'est le début, c'est quand t'as l'ambition de ça, Mais pas les moyens pour. sans les moyens ni les résultats. C'est-à-dire, c'est très compliqué. Tu nages à contre-courant. Mais donc, il y a clairement un moment où vous êtes tous les deux dit All-in. Ouais, all-in. Et donc, mais hyper jeune, quoi. Hyper jeune. Mais moi, vraiment, le truc qui a fait la balance vraiment, c'est mon bac de français. En fait, du coup, j'étais en cours à domicile. Et donc, Luna, comme il a dit, j'avais un espèce de mentor qui m'avait un peu pris là pour faire de la montagne à fond et tout. Et donc, il m'emmenait partout, tout le temps. Et un jour, on fait un trip dans le Val d'Imelo, je crois. Et il me dit, ouais, écoute, moi, je suis chaud qu'on parte en expé tous les deux, tu vois. On fait un voyage. Et moi, j'avais pas 18 ans, du coup. C'était l'année de mon bac blanc. Et il me dit, ben écoute, moi, je te propose deux trucs. Soit on va au Lotus Flower, soit les fleurs de lotus, c'est... Mais si, tu sais, c'est là où il y a... Ah merde, je viens de bouffer le nom de cette voie. Un truc très connu qui avait été fait par Sam Boger et tout ça. Ils avaient sauté du haut. C'est un truc dans le Canada. Coralie, t'es journaliste, toi non plus Bref, non, ouais, bref. C'est un truc... moi, c'était mon grand rêve, en fait, depuis que j'étais minot, parce que à Barcelonnette, il y avait Laurent Pérez, et c'était un peu un fan de... On parle pas d'Eternal Flame, là, par hasard? Non, pas du tout, pas du tout. Ils ont dit Canada. Non, plutôt Canada. Ouais, non, mais moi, je suis bonne en géographie, t'as vu? Ouais. Non, mais c'est un peu le même style, tu vois. C'était un peu le même... c'était un big wall, tu vois, vraiment qui avait de la classe et tout. Et puis moi, j'avais été bercé par ces vidéos-là. Du coup, j'étais comme un dingue. Puis bref, en réalisant un peu, finalement, on s'est réavisé. On est parti aux États-Unis pour faire un tour aux États-Unis, tu vois, à faire un peu du big wall et de la grande voie. Et sauf que ça tombait sur mon bac de français, quoi, cette histoire. Donc là, il y a eu un peu des discussions. C'est pas du tout responsable de la part de mon mentor. Ah ouais, non, mais lui, il en avait rien à cirer. Lui, il voulait juste quelqu'un pour lui tenir la corde. Et non, mais c'est surtout, il y a eu un peu des discussions avec ma mère, avec Luna et tout. Et puis au bout d'un moment, on a dit, bon, vas-y, tu sais quoi, moi j'y vais, quoi. Hein. Du coup, j'ai pas fait mon bac de français. Je suis parti 2 mois et quelques aux États-Unis pour grimper. Non, pas le mois. 2 mois peut-être alors. Ouais, je sais plus, un truc comme ça.
Et en fait, ça a été un peu la boule de neige, tu vois. Derrière, je suis rentré. Et là, je me suis dit, je vais au bac, là, franchement. Ben non. Hein. Et en fait, à partir de ça... Mais en fait, attends, t'as pas fait ton bac de français. Genre, j'ai pas mon bac. T'as pas passé ton bac de français. J'ai pas mon bac pour aller aux États-Unis. Grimper. D'accord. Non, mais t'as pas le droit de passer ton bac si t'as pas ton bac de français. Non, pas du tout. Donc en fait, quand je suis rentré, j'avais 2 options. Soit je passais mon bac de français en candidat libre, soit j'abandonnais les cours à ce moment-là. Et en fait, là, il y a eu de longues discussions. Et notamment, un truc qui nous caractérise aussi pas mal avec Luna, qui est marrant à ce moment-là, c'est prouver aux gens. Enfin, prouver, en fait. Le truc, je déteste les gens qui te disent c'est impossible. Ça, c'est un truc qui m'énerve profondément. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais au club d'escalade à Fontaine, à Grenoble, et ça nous prenait beaucoup, beaucoup de temps. Le club, on y était hyper investis. Et les copains un peu du groupe à ce moment-là, ah mais du coup t'as pas été au bac de français et tout, mais attends, mais là tu vas faire comment, patati patata. Mais tu sais qu'aujourd'hui si t'as pas le bac, même la poste ils t'engagent pas et tout. Et c'était un peu le truc de si t'as pas ton bac, tu feras rien dans ta life, tu vois. Et moi je savais dans un fond de ma tête déjà que j'étais quand même assez intelligent et que je m'en sortirais toujours, tu vois. Il y avait ce truc-là un peu cette sécu. Et ce truc-là qui m'énervait profondément, tu vois, tu es obligé d'aller passer ton bac parce que sinon tu seras rien du tout, tu peux rien faire. Et c'était pas que les gens de nos âges, c'était aussi les adultes et tout ça. Les coachs, les amis de notre mère, tout le monde disait qu'il fallait pas du tout ne pas passer le bac. C'était la pire idée. Et à ce moment-là, il y avait les compètes de glace qui commençaient, on n'était pas mauvais. Donc il y avait plein de petits trucs qui ont fait que, et au final, on s'est dit, si je passe mon bac, c'est pour faire des études derrière. Donc en fait, c'est pas juste passer ton bac, c'est passer ton bac plus 3, 4, 5 ans derrière, enfin tu sais pas. Et du coup, la réflexion, ça a été, même moi en fait, j'ai pas envie de faire ça du tout. J'ai envie de me mettre à fond dans ce truc-là et voir où ça m'amène, tu vois, je verrai plus tard. Et donc au final, je suis rentré des États-Unis, j'ai pas passé mon bac de français, j'ai pas passé mon bac tout court. Et on est parti à pleine balle, vraiment full dans le projet, quoi. De se dire, on va vivre de la grimpe. Quelque forme que ça prenne, ce sera ça le truc. Vous vous en doutez, Tristan il a dit moi je passe pas mon bac. Moi j'ai dit moi s'il arrête les cours maintenant, j'arrête les cours maintenant aussi. Sauf que j'avais 3 ans de moins, donc il y a 15 ans j'ai tout arrêté. Donc là, mais par contre on avait gardé quand même un truc, c'est que on devait continuer à apprendre des choses. Donc c'était au début vraiment l'anglais. Et puis à un moment il y a eu aussi le russe, puis après le russe on a abandonné, c'était extrêmement beaucoup trop dur quoi. Un peu moins nécessaire quand même. Enfin, un peu moins. Non, nous c'était hyper nécessaire au début parce qu'en fait le pays leader c'était les Russes, et donc hyper intéressant de pouvoir comprendre ce qui se disait, de pouvoir savoir quand ils trichaient, il y avait beaucoup de choses en lien. Et aussi, vu qu'on passait le monitorat de ski, on savait quand même que les sous ils se font à Courchevel, et notamment avec les Russes. Et du coup, il y avait une forme de logique quand même. Le russe, c'était pas pour rien. Mais on a abandonné le russe parce que c'était infâme. Leur alphabet, rien que ça, c'est une catastrophe. Donc on a abandonné le russe après. Mais en tout cas, on a poursuivi l'anglais assez longtemps. Et ça, aujourd'hui, c'est trop bien parce qu'on a... Je sais plus, l'autre jour, on a fait le test Tolkien, là, ou TOEIC. TOEIC, pardon, ouais. Voilà. Et moi, j'ai eu maximum de points... Enfin, tu vois. Je me rappelle plus le nom, mais on était bons, quoi. Ouais. Non, mais c'est l'argument majeur en 2025. Si tu veux être athlète professionnel et que tu parles pas. Enfin, c'est compliqué. Pour les Français, ce serait si tu parles pas anglais parfaitement, c'est mort en fait impossible. Déjà. Donc voilà, mais je pense que toi, tu vois, je sais pas comment tu as vécu tes années de compétitrice quand tu étais cette période-là où tu étais dans tes études en même temps et tout ça. Je sais pas, tu vois, je connais pas ta bio assez bien, mais je sais qu'il y a tellement d'athlètes qui passent aussi à côté de performances aussi parce que ces contraintes-là, elles sont mine de rien énormes en fait, je pense. Oui. En même temps, alors là, je comprends vos arguments. Et d'un autre côté, si c'était mon gamin, je sais pas trop. Après, ça dépend. Si tu sens qu'il a vraiment la tête sous les épaules, tu viens de le dire, hein, passer son bac pour, ça sert à rien, quoi. On est bien d'accord. Il faut avoir un projet derrière, quoi. Complètement. Après, moi, j'étais pas du tout dans la rébellion, en fait. J'étais beaucoup plus la petite fille qui suit exactement le chemin tracé, mais je viens pas du tout du même. Je viens d'une famille tout à fait normale, standard, et je sais pas, ça met du temps normalement à se rebeller des codes sociétaux. Et vous, entre guillemets, c'était démarrage. Vous avez jamais eu les œillères, quoi. Et... Non, ouais, c'était justement notre éducation plutôt rebelle, ouais.
Ouais, vas-y, continue. On n'avance pas beaucoup, non? On n'avance pas d'un cachou. Hein, Ça va parce qu'on est quand même assez alignés avec tout ce... Mais bon, on avait pris beaucoup de choses, évidemment. Là, il n'y a pas la vidéo, mais on a perdu le soleil des Hautes-Alpes. On est en train de sombrer Dans la nuit. Moi, j'avais une question parce que à vous entendre parler tous les deux, je trouve qu'il se dégage une forme de confiance et j'ai l'impression que vous l'aviez toujours eue. En tout cas, toi, quand tu dis je passe pas le bac parce que je sais que dans tous les cas je vais m'en sortir sans le bac. Enfin, je sais pas, même à vous entendre parler, je trouve que vous avez toujours su que ça allait bien se passer pour vous. Et est-ce que ça a toujours été le cas, que vous avez jamais douté ou... Si douter, je pense que enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que quand tu fais du haut niveau, douter, c'est un truc qui arrive quand même régulièrement. Enfin, je sais pas comment toi t'as vécu ton truc, mais moi je trouve que les vagues, c'est quand même bien ce qui définit le haut niveau. Donc, Je crois que c'est même nécessaire. Hein. Si tu te remets pas en question, tu te lèves pas et tu vas pas t'entraîner, en fait. Enfin, moi, j'ai toujours eu la difficulté de... Quand je réussissais bien une Coupe du Monde, celle d'après, je faisais de la merde. Parce que... T'étais un peu sur tes acquis. C'est ça. Ouais. Pas l'humilité nécessaire pour faire tout ce qu'il fallait, quoi. D'ailleurs, ouais. Gros, complètement, je comprends. Et du coup, je pense que il y a eu plein de choses. Il y a eu cette éducation qu'on a eue là, au final, déjà, on a... Enfin, ce côté un peu rebelle, dans un sens, tu joues avec des règles. Tu vois, typiquement, t'inscrire au collège et puis au bout de 3 mois de barrer sans... Enfin, tu vois, au milieu de l'année, comme ça, pour te remettre en école à la maison et tout, c'est des trucs, en réalité, normalement, ça se fait pas, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte, quand tu le fais et que t'es petit, que ta mère a dit, bah, vas-y, on le fait, il n'y a pas de souci, tu vois. Et qu'elle t'accompagne dans ce truc-là, parce que toi, tu as pris la décision que, en fait, t'en avais marre de perdre ton temps. Et que, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a aucune représailles autour de ce truc-là, qu'en fait, tu vois, la Terre, elle continue de tourner, il s'est rien passé, tu vois, tout va bien. voire même, t'avais raison, t'as fait le bon choix. T'as sûrement fait le bon choix en plus, tu vois. Et en fait, tu te rends compte quand même que, enfin, typiquement, tu vois, le côté un peu, comme on disait tout à l'heure, un peu pauvreté dans un sens. Je pense aussi ça te ramène à la limite, elle est quand même là, mais c'est toujours pareil. Jouer avec la limite, il y a quand même une marge qui est raisonnable. Et tu te rends compte quand même que tu peux sortir de beaucoup de choses si tu as un minimum cortiqué et que tu vois, tu as appris justement à te débrouiller de plein de situations, plein d'histoires et tout. Du coup, c'est ça, je pense, qui fait la confiance, tu vois. Je pense que, par exemple, les athlètes qui voyagent beaucoup, ils ont une intelligence qui est développée à ce sujet-là et ils sont capables de résoudre des problèmes que quelqu'un qui a jamais fait ça ne pourra pas. Et en fait, je pense que c'est un peu le même fonctionnement. Nous, la confiance, elle n'est pas innée, c'est juste qu'on a développé ce truc-là parce qu'on a eu ces expériences de vie. Parce que et puis par l'éducation, énormément. Je pense que l'éducation, notre éducation nous a donné énormément confiance en nous. Enfin, je pense que c'est plein de petites choses, de petites briques qui font que petit à petit, tu arrives à avoir confiance en toi, je pense. Et tout à l'heure, vous parliez de revanche. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris votre revanche ou qu'il y a encore du chemin à parcourir? Il y a encore du chemin à parcourir. On est en plein dedans, Ouais, on continue, jour après jour. Non, t'es bien placé pour le savoir, le sport de haut niveau, notamment en France, c'est quand même pas des centaines de milliers d'euros par tête. Donc la revanche, non, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on est, on va dire stable financièrement, mais ça a été un chemin extrêmement caillouteux. Et non, tu vois, même là, en rentrée d'expé cet été, on a frôlé la limite encore un coup, tu vois, parce qu'en fait, ça nous a coûté beaucoup trop d'argent par rapport à ce qui avait été prévu. Donc non, on est loin d'être sorti d'affaire, on va dire. Tu peux développer parce que les athlètes, ils parlent jamais d'argent en fait, les expé. Comment là, tu vois, par exemple, on part au Pakistan avec Mathieu Ménadier. Et en fait, lui, c'est un athlète qui est quand même pas au même stade que nous. Tu vois, il a 40 ans. Sa vie, elle en est pas au même stade. Tu vois, on n'est pas au même stade de nos vies. D'un côté financier aussi vachement, tu vois. Et du coup, l'opportunité a été ouf. Mais financièrement, c'était une expé qui avait un sacré coût. Donc nous, on avait fait un peu nos calculs, ça rentrait, mais pas large. Et vu qu'on a un peu l'habitude de jouer avec les limites, on a dit go, on y va. Sauf que sur place, comme d'hab, ça se passe pas comme prévu.
étant donné qu'en plus on a la fâcheuse tendance de faire trop de trucs chaque année, au bout d'un moment les enveloppes de nos partenaires elles sont vides et du coup typiquement ce projet-là, on a juste tapé dans nos réserves allègrement. Et donc sur place on a rallongé d'une semaine, 2 semaines, puis bref, du coup on a de la bouffe, payer les photographes et les vidéastes 2 semaines de plus. Du coup en fait c'était nous là. En fait, on avait une expé. En fait, ce projet d'expé, il était un peu fou parce que justement, on avait déjà dépensé beaucoup d'argent cette année sur d'autres projets. On avait sorti pas mal de fonds et donc on partait vraiment, on va dire, sur nos réserves et donc pas trop de parachute quoi. C'était un peu all-in. Donc c'est vous qui avez payé les dépenses des photographes et du coup au niveau de la pression pour la réussite de l'expé, c'est pas ingérable? Dans tous les cas, en fait, nous, on voit pas de différence entre que ce soit un partenaire qui le paye directement ou nous, parce que dans tous les cas, les sous que nous, on a viennent des partenaires. Donc, tu vois, c'est juste que des fois, il y a des enveloppes budget qui sont plus spécifiquement débloquées pour un projet ou un autre machin. Mais pour nous, ça revient au même, tu vois. Nous, c'est l'argent global, entre guillemets, qu'on gagne avec les sponsors. Mais je pense que c'est pas un truc auquel on a trop pensé en termes de pression. Là, pour nous, ça nous change pas grand-chose, tu vois. Juste ce qui compte en termes de pression, c'était plutôt l'envie de réussir ce truc. L'envie de réussir ce truc et tu vois et voilà et là c'était un peu on a eu que du mauvais. C'était compliqué dans la tête de passer 6 semaines justement pour rien faire et tout. Mais c'était pas tant l'argent. Après tu y penses quand tu rentres et que là tu as plus d'argent sur ton compte. Là, c'est plus compliqué. Putain, le mois on s'est retrouvé à 60 € sur le compte en banque. Il y a eu un coup de mou mais énorme, tu vois. Et là, non, mais du coup, c'est pour ça un peu de dire, tu vois, en fait, on sait que notre revanche, elle est loin d'être prise, mais on a pu quand même se payer une expé énorme. Et au final, là, tu vois, on repart sur une saison de Coupe du Monde et ça va fonctionner. Donc, entre guillemets, on a fait la première partie de notre truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut quasiment dire, vas-y, on part, tu vois. Nos projets, on est quasi tout le temps capable de les financer. Du coup, ça c'est la première partie, on va dire, de notre range, c'est que maintenant on peut dire go, voilà, juste go. Et ça c'est un gros truc parce que nous en vrai, comme il dit là, on n'a pas particulièrement envie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, mais par contre on a envie de gagner de l'argent pour justement pouvoir partir en expé avec les copains quand on a envie, partir sur les coupes du monde sans que ce soit la problématique numéro 1, soit les sous. Enfin, c'est juste ça en fait. Donc voilà. Je sais pas si je suis une méga transition, mais j'ai peur. Et quand vous partez en expé, donc là vous en avez pas fait 2 milliards non plus déjà des grosses expé. Non. Comment vous gérez c'est pas une Coupe du Monde quoi. Comment vous gérez la relation au danger en fait? Est-ce que vous la travaillez? Est-ce que, je sais pas, vous avez j'imagine vous avez un kit de survie. Est-ce que vous avez... Non, il me regarde, j'en retends rien. Non. Si, je me dis, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Non, en fait, déjà, on avait fait nos premières expés un peu en mode spartiate. Donc, la relation danger, à ce moment-là, tu t'es pas de pansement, bien quoi. dedans. Non, si, on avait une trousse de secours, mais tu vois, par exemple, la première expé, on l'a fait avec un copain qui avait notre âge au Kyrgyzstan. Luna était mineur. On a failli pas partir parce que les papiers, au dernier moment, ils n'étaient pas en règle pour quitter le territoire pour le mineur, machin. Enfin, tu vois, c'était déjà le jackpot quand on arrive sur place. Et en fait, on est arrivé dans un bled. On a failli prendre un coup de couteau au moment de prendre les porteurs. Enfin, tu vois, c'était genre rock'n'roll. Il n'y a pas d'hélico, donc pas de sauvetage. C'était vraiment l'expé de jeune où tu n'as pas de moyens du tout. Tu vois, on n'avait pas de coups. Une bâche en termes de tente de bâche. Enfin, c'était l'arrache complet, quoi. Mais du coup, je trouve que ce truc-là, on l'avait assez vite, on va dire, un peu dompté, l'effet prise de risque. Après, la deuxième expé qu'on a fait, c'était pareil au Kyrgyzstan, mais que tous les deux. Du Ouais. coup, il y avait encore une autre forme de complexité, c'était d'être que tous les deux, de se sentir un peu tout seul là. Ouais. En expé, c'était pas si évident non plus. Pareil, ça reste le Kyrgyzstan, donc les secours, c'est beaucoup moins bien que d'autres pays, ouais, comme le Népal ou quoi. Il y en a pas. Moi, c'est un truc qui m'arrive tout le temps, évidemment, vu mon mari. Je me fais des films en fait. J'imagine. Enfin, je me fais des films. On pourrait dire j'anticipe aussi. J'imagine, mais là, il se met par terre. Ouais. Genre des fois le matin. Trad, c'est terrible. Des fois le matin.
Bah, je sais pas pour l'instant. C'est toujours Non, bien mais passé. comment dire, c'est C'est tellement binaire. proche, c'est binaire, quoi. Ouais, c'est très binaire. Mais du coup, je lui dis pas évidemment le matin, mais je vérifie c'est quoi le numéro de premier secours, par exemple. Oui, bien sûr. Bah, genre t'es en Écosse, c'est pas le 18 quoi. Donc, Ouais. et du coup, je prends mes petites infos, mais du coup, des fois, je me mets dans le noir et je suis censée être en mode pom-pom girl et en fait, moi j'ai peur. Et puis on a des enfants en plus, donc. Ouais, Et vous êtes frères, donc. Enfin, je sais pas, Tristan, il me semble que ouais. la personne la plus importante pour toi, c'est d'être Luna. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, C'est ça, très ouais. important. Et inversement, vous faites des films des fois? Je pense que jusqu'à 2018, on s'en faisait pas trop. Parce que t'as le La syndrome la du fougue de la super-héros. jeunesse. Tu vois, ce Tu dis truc que c'est- de t'es intouchable. Il peut rien t'arriver en montagne, c'est que aux autres que ça arrive les histoires. Et en 2018, moi j'ai pris un gros carton. J'ai vraiment failli. Ouais, je me suis mis un gros carton rouge, quoi. Et là, je pense que ça a été un petit peu. En tout cas, moi, ça a été clairement un changement dans ma façon de pratiquer la montagne. Luna, je sais pas trop. J'aime pas trop en parler, moi. Ouais. Non, mais oui, c'était dur. Enfin, c'était compliqué. Après, non, je suis pas en train d'en parler. Non, mais si, mais je pense ce truc, ça a été juste la preuve, tu vois. Mais je pense qu'on est assez intelligent pour se rendre compte que dans tous les cas, c'est potentiellement au bout de chaque journée qu'on fait, tu vois. Et on a eu plein de close call ailleurs que sur des grosses expés. Ouais. Où tu vois, tu oublies T'as de un faire niveau ton de nœud, concentration en XP. tu coupes une des corde fois avec qui- un piolet et tu peux te tuer à l'entraînement à tour de glace. L'autre jour, j'ai arraché un volume, j'ai failli me prendre un volume sur la tête. Tu vois, tu peux mourir à n'importe quel moment. Enfin, je veux dire, tu vois, même dans le truc qui paraît le moins engagé, où tu peux avoir appelé un secours en 10 minutes. Enfin, tu vois. Du coup, au final, je pense qu'on est bien. Enfin, moi, je suis bien conscient de ça. Et voilà, en vrai, c'est dur hein, de perdre des copains, de tout ça. Ça fait partie du milieu et je trouve que c'est vraiment une dure réalité. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'atteint, tu vois. Mais pas assez pour me faire changer d'avis ou me faire ne pas partir en expé ou voilà quoi. Je dirais que c'est ça. Je crois que j'avais jamais l'intention de vous faire arrêter de. Juste me demander. Non, mais en vrai, c'est un vrai truc. Des fois, tu sais, tu te demandes et puis les gens, souvent, les gens te demandent pourquoi tu continues à faire ça alors s'il y a tant de morts, pourquoi. Enfin, tu vois. C'est une réalité quoi un peu de est-ce que Mais je pense le jeu en vaut la tu le chandelle fais et comme tout. une Coupe du Monde. En fait, je pense que c'est le même fonctionnement. C'est juste, enfin, moi je le vis comme si tu te prépares, tu le vis mieux. Tu vois, enfin, c'est dur d'arriver sur une Coupe du Monde en n'ayant pas mis toutes les chances de ton côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est un peu pareil. Tu vois, si t'es bien préparé physiquement, que tu as envisagé pas mal de possibilités, tu as mis un peu toutes les chances. Enfin là, tu vois, l'expé qu'on a fait au Pakistan cet été, on était quand même... Enfin, nous, c'était une expé de grand luxe pour nous, tu vois. On avait une trousse de secours, laisse tomber, on pouvait soigner la moitié du Pakistan. On a soigné la moitié du Pakistan. Soigné la moitié du Pakistan, putain, laisse Ça, tomber. c'était l'apport de Mémé? Ben, il a une certaine expérience en expé qui est bien plus élevée que la nôtre, c'est sûr, et on a appris énormément de choses. Ça, c'est un truc de ouf. Enfin, tu vois, moi, je trouve que pratiquer la montagne avec des gens qui ont plus d'expérience que toi, c'est un cadeau. Avec des vieux. Avec des vieux schnocks. Pardon, Mémé. Ah ouais, clairement. Il est quand même plus proche de la retraite Ah, c'est méchant. que le début. Hein. La retraite du cercueil, ouais. Le cercueil même. Mais non, on a fait beaucoup de blagues noires pendant cette expé, c'était terrible. Mais en tout cas, ouais, non, mais pour dire ça, moi, je trouve que c'est un cadeau inestimable de pouvoir partir avec des gens qui ont plus d'expérience que toi en montagne. Parce que apprendre les choses, ça peut avoir un coût énorme quand tu les fais tout seul. Alors que quand tu pars justement avec quelqu'un comme ça, tu apprends des trucs avec des fois un coût un peu moins important sur ton intégrité physique, par exemple. Tu vois. Du coup, non, hyper bien. Et puis tu vois, on avait une bonne team sur place. On avait quand même 3 Pakistanais avec nous. On avait une bonne agence. On avait fait les choses dans les règles de l'art. Tu vois, on avait un médecin d'ailleurs qui habite à Briançon qu'on pouvait avoir au téléphone quand on voulait. Donc, on avait vraiment du confort, entre guillemets, en termes de sécurité. Et après, sur les projets, on fonctionne aussi un peu par... je sais pas quel mot employer, mais pour un gros projet qui nous tient à cœur et qui est vraiment important pour nous, on va se permettre d'engager plus et de prendre beaucoup plus de risques que sur un petit truc. Et à l'inverse, justement, sur un petit truc, ça va nous arriver de dire non, bah là, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça. Ça me saoule d'aller
Me mettre Tu sous vois, un sérac me pour rien, mettre quoi. sous une merde là pour rien en fait, pour pas un truc qui me tient à cœur, pour pas un projet d'envergure, pour rien qui va me faire vibrer plus que ça. Et du coup, de refuser des plus petits trucs avec moins de risques, mais juste parce qu'en fait, on n'a pas envie de. En rapport avec l'ambition du projet, quoi. Et comment vous faites ce décalage? Parce que vous, tous les deux, vous connaissez extrêmement bien. J'imagine qu'en 3 mots, le niveau de risque, il est discuté. Et si vous êtes en trio avec un troisième que vous connaissez forcément moins, est-ce que des fois, ça crée je sais pas, des erreurs de jugement ou... Ouais, je pense que ça, c'est un truc hyper compliqué en montagne, qui a moins en escalade, à part dans certaines pratiques, du coup, de la grimpe en big wall et tout, où tu peux te retrouver dans la même situation. Mais où je trouve que c'est du coup, ça a vachement d'intérêt de connaître vachement la personne avec qui tu pars, par exemple en expé, avant d'avoir fait d'autres courses en montagne, de se rendre compte à quel moment l'un ou l'autre peut être. C'est quoi les stades Ouais, d'engagement peut tu avoir vois atteint lui sa limite, parce qu'il y a plein de stades d'engagement, ouais. Et typiquement, avec Mémé, du coup, au Pakistan, je pense que ça marche assez bien parce que du coup, on a déjà pas mal grimpé ensemble et on sait un peu nos limites d'engagement et tout, et ce qu'on est prêt à faire pour atteindre l'objectif. Ouais. Ouais, clairement. Mais enfin, la question elle est hyper intéressante parce que entre nous, comme tu dis, en fait, le niveau d'engagement, on le connaît entre guillemets. À part les jours hauts et les jours bas, il y a juste cette variation-là, tu vois. T'as une journée où tu te sens un peu gaillard et tu vas peut-être un peu plus engagé qu'un autre jour, mais sinon on le connaît entre niveaux. Mais du coup, des fois, ça demande du travail de communiquer avec les gens qui n'ont pas la même connaissance. Enfin, comment dire, dans la cordée, tu vois, on grimpe beaucoup à 3 avec Luna au final. Parce que des fois, on a l'impression que quand on grimpe tous les deux, on est tout seul. Au final, on se connaît tellement bien que, tu sais, genre l'expé, on était que tous les deux. Franchement, moi, j'ai l'impression de passer un mois tout seul, tu sais. C'était l'angoisse. On est rentré, on n'en vieux pouvait plus. couple. Oh, l'enfer. Bah, tu te parles pas, t'as rien à te dire. Bah, t'as rien à dire si tu veux. Tu veux qu'on discute de quoi? C'est l'enfer. Du coup, on grimpe quand même souvent à 3. Et aussi parce qu'on a vraiment le côté... on aime beaucoup partager en fait la montagne et les projets avec des copains. Tu vois, c'est un des trucs principaux dans la façon dont on réfléchit à nos projets et tout. Il y a très souvent ce côté partage. Tu vois, moi, ça me viendrait pas trop à l'idée d'aller faire une expérience solo ou une grande ascension au solo. Parce que j'y vois pas d'intérêt d'aller me mettre tout seul dans une face. J'aime bien partager tous ces trucs-là. Et toi, Luna? Ouais, pareil. On partage vraiment ça et oui, j'aurais rien à rajouter de plus que pareil. Ouais. Et du coup, c'est un truc qu'on a un peu commencé à... Je pense qu'on commence à gérer un peu mieux maintenant, d'arriver à plus communiquer les niveaux d'engagement et de plus savoir aussi, en fait, dans une cordée à 3, tu as 3 personnalités, mais tu as aussi 3 niveaux. Et des capacités différentes dans certains styles, tu vois. Genre Luna, tu sais que c'est un fer de lance. En gros, il y a une longueur dure, tu l'envoies, généralement, il va se passer un truc correct, tu vois. T'as peu de chances de pas passer. Voilà, moi je suis plutôt le mec qui va mettre les runs tard le soir ou porter le sac un peu lourd. Enfin, comment dire, on a quand même des variations, tu vois, chacun. Et je pense que ça, c'est le gros truc. Je pense plus tu te rapproches du haut niveau, plus c'est important d'être vraiment au clair avec le fait de dire tiens, cette partie de la course, en fait, elle est pour toi, tu vois. Et puis cette partie-là, elle va être plutôt orientée pour toi. Et ça aussi, je pense, c'est énormément de travail d'être capable de le communiquer vraiment sans ego, tu vois. Enfin, avec le moins d'ego possible. Ouais. Il y a quand même de l'ego. Ah ouais, mais on est tous Toujours. des enfers d'ego, je pense, les gens qui font du haut niveau. C'est quand même un des ingrédients, à mon avis, qui est... Les hommes encore plus. Moi, j'ai quand Les même hommes encore plus, et l'impression- alors les alpinistes Les encore plus. alpinistes encore plus. Mais les hommes, bien sûr. Ah ouais, c'est énorme, je pense. Mais tu vois, typiquement, la relation qui en ce moment marche pas trop mal avec Mémé en expé, on se comprend peut-être pas du tout sur plein de trucs. Enfin, comment dire, on a peut-être plein de décalages sur plein de choses, mais par contre, on en est arrivé à un stade où l'ego entre nous trois, il est vraiment redescendu assez bas pour que ce soit sain et safe, entre guillemets. Viable. Tu vois. Mais il y a des gens avec qui je suis pas sûr de pouvoir le faire, tu vois. Parce que vous allez vous tuer tous les deux à force d'aller. Ben ouais, à jouer au con, en fait. Tu vois. Je pense que, enfin, franchement, je pense Ou que juste, c'est ou juste, un des ou trucs, juste ne pas réussir l'objectif. Déjà, c'est énorme. Enfin, partir pour ne pas réussir, c'est plus chiant, quoi. Enfin, de pas se donner les moyens, pardon, pour réussir, c'est plus chiant. J'ai dû effacer dans ma tête plein de questions parce que vous avez une horaire, ouais. On va faire la
On va faire la dernière. Je vais squeezer ta toute dernière question. Tant pis, elle m'intéressait quand même vachement. Mais vous faites quand même beaucoup l'effort de faire des trips vélo. Et pourtant, évidemment, pour votre dernière expé, vous avez pris l'avion. Et puis pour les compètes. Et pour les compètes. Enfin, ouais, on va pas changer le monde demain. Mais comment vous avez fait? Comment vous faites pour réconcilier ces deux trucs? Est-ce que des fois vous sortez la tête et des fois vous la rentrez? Le jeu de l'Autriche. En fait, il y a plein de choses. Lourde question. Non, ouais, lourde question. Lourde, hyper lourde. 2 minutes, donc. Vous avez 2 minutes. Lourde question. Non, mais je pense qu'il y a un peu ce que tu dis. Il y a le fait de se dire, en fait, si moi je suis au constat de dire si demain vraiment je veux faire les choses bien, en soi, ma carrière devrait s'arrêter, entre guillemets. Si vraiment je prends les choses au bout à bout, tu vois, et qu'avec les connaissances que j'ai, les informations qu'on m'a données, les gens avec qui j'ai parlé, tout ça, en fait, ma carrière, elle s'arrête. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est impossible d'être, en tout cas, un montagnard sans l'avion, quoi. Un professionnel. Mais je pense que je suis d'accord. Hein. Pour moi, il y a quand même un effet où un athlète internationalement connu, il est internationalement connu parce qu'il a été à l'international. Pour moi, ça rime. C'est impossible pour moi d'être internationalement connu si tu as fait des trucs dans les Pyrénées, tu vois. Pour moi, c'est une réalité et les gens qui diront l'inverse, je suis pas sûr qu'ils soient très honnêtes avec eux-mêmes. Et moi, du coup, quand même, depuis petit, tu vois, c'est mon rêve. J'ai mis des quantités d'énergie folles dans ce projet et aujourd'hui, je me sens pas capable de me dire, en fait, j'arrête tout parce que j'arrive plus à me regarder dans le miroir. Donc, pour l'instant, T'as un problème avec le miroir, des fois, quand même. Je sais Pardon. pas. On a enlevé le miroir. Non, on n'a plus de miroir chez nous. Non, pas forcément, mais c'est juste... j'essaie Enfin, moi, personnellement, j'essaie de doser, en fait. Et je trouve que déjà, un des trucs les plus importants, c'est que j'arrive à être heureux. Ça, c'est le truc number one. Et si j'arrive à être heureux en continuant à faire et un peu mon sport, enfin ma pratique professionnelle et amateur, et à quand même être heureux et pouvoir justement, tu vois, me regarder dans le miroir en me disant, bah... Là, j'ai pas fait n'importe quoi. C'est OK. Voilà, là, j'ai pris l'avion, mais en fait, c'est OK. J'en ai besoin pour être heureux, pour continuer mon projet et tout ça. Je me le valide, entre guillemets, parce que je vais faire des efforts sur d'autres sujets. Je vais quand même être investi sur d'autres sujets. Et voilà, je pense que c'est un peu ça. Alors, je pense qu'il y a un moment où on est parti quand même vachement là-dedans. Et après, on s'est un peu réavisé, clairement, tu vois. Parce qu'on s'est un peu dit, en fait, c'est pas hyper compatible. Pourquoi c'est pas hyper compatible? C'est pas hyper compatible de faire des compétitions internationales et pas prendre l'avion, ça marche pas du tout. Et du coup, rien que là, tu vois, tu tombes déjà dans un truc où c'est soit j'arrête complètement les compétitions internationales, soit je continue à prendre un peu l'avion. Mais du coup, il y a eu une période où on est quand même parti assez là-dedans et puis on a plus communiqué à ce sujet-là et tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu moins le cas, mais on continue à faire plein de choses de notre côté pour, on va dire, faire des projets des fois mieux mais moins. Notre alimentation, notre façon de raisonner dans plein de décisions, d'être actif sur des sujets avec des associations. Voilà, tu vois, le trip à vélo, de base, au final, les gens l'ont vachement intégré comme un trip éco. Mais c'était pas du tout ça le principe de base. Et par contre, c'était un trip économique. Économique au début. Non, mais si, c'était vraiment ça. Parce que la ligne rouge au début, c'était Damien qui nous a dit vas-y, on fait une aventure, il faut qu'elle nous coûte le moins de sous possible. Tu vois, c'était un peu. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une série télé comme ça, non? Comment ça s'appelait? Ce truc où les gens ils partent et ils n'ont pas d'argent, rien du tout, ils doivent aller jusqu'à Pékin, non? C'est pas ça. Pékin Express, c'est pas ça? Il y a il me semble. Bref, c'était un peu le même principe, c'était de dire, de montrer aux jeunes qu'il n'y a pas besoin d'être sponsor pour créer une aventure de ouf. Il n'y a pas besoin d'arriver d'une famille qui est pleine de pognon pour créer une aventure de ouf. Et voilà, le pari, c'était vraiment ça. Et on a réussi notre pari parce qu'on a fait toute notre trip. Je crois que c'était 827 €, tout compris. Avec les vélos, le matos sur les vélos, le billet de train
Interrail pour Vous avoir. n'avez pas compté la 3 nourriture billets là quand même. Si. Non, pas la toute la nourriture. Non, pas la nourriture. Ah oui, pardon. d'accord. Non, Ou Parce alors qu'on vous a avez- estimé que la nourriture c'était la même que Voilà, potentiellement ouais. la même que chez toi. Mais par contre, les nuits, enfin, tout était compris dedans. Et surtout, c'est du matériel que les jeunes peuvent garder derrière, entre guillemets. On a redonné le matos. Donc après, on a fait jouer des gens pour qu'ils regagnent les kits pour repartir avec. Enfin, avec Protector Winter, on a fait un appel pour un jeu. On a essayé de... Mais au début, l'idée, c'était plus d'un point de vue sociétal et économique que d'un point de vue écologique. Il se trouve que ça a été tourné vachement d'un côté écologique et tant mieux. Mais c'était même pas vraiment l'objectif de départ. Après, c'est juste qu'on a toujours été sensibilisé à ça. On a vécu hyper proche de la nature et du coup, on a une sensibilité à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est pas, c'est encore pas très compatible. Et en fait, tout est. Dans tous les cas, c'est une question qui est irrépondable là avant demain, quoi. Enfin, sauf si on reste là jusqu'à demain. Mais tu vois, même si nous, on va réfléchir sur comment on pourrait changer notre vie là du jour au lendemain si on voulait, on va dire, tout arrêter ou quoi. Par exemple, je donne une deuxième option, ce serait potentiellement d'être moniteur de ski, guide de haute montagne ou quoi. Bon, bah, ce serait vivre du tourisme, vivre des stations de ski. À quel moment ça, c'est plus. Est-ce que si c'est quand Est-ce que c'est c'est plus tes clients qui responsable prennent l'avion, ça compte? C'est Tout à fait. Non, Tu mais vois. tu vois ce que je veux dire, c'est que le schéma, il est. Tout est compliqué en fait. Nous, dans le schéma dans lequel on vit de la montagne, de l'outdoor et des sports. On a du mal à intégrer un fonctionnement clean, entre guillemets, qui soit réalisable aujourd'hui et dans lequel on arriverait à s'inscrire en étant heureux, tu vois. J'ai pas envie d'être aujourd'hui un mec qui sera aigri à 40 ans parce qu'il ne se sera pas donné les moyens de ses rêves, tu vois. Ça, c'est un truc que je peux pas me permettre. Je pourrais pas le faire, je pense. Mais je pense que c'est pas binaire, c'est pas soit t'es clean, soit t'es pas clean. Complètement. Du coup, j'imagine, il y a peut-être des moyens de diminuer l'impact. On parlait des Coupes du Monde. Est-ce que, je pense que vous n'allez pas faire ça pendant toute votre carrière. Non, bien sûr. Donc forcément, vous allez diminuer votre impact et peut-être faire plus d'expé ailleurs. Et donc, prendre moins l'avion. Complètement. Tu vois, typiquement, l'année dernière, on a fait une saison un peu de break des compètes parce qu'on avait besoin de souffler un peu, tu vois, de ce truc-là. Et du coup, l'année dernière, en fait, on a pris l'avion que pour l'expé au Pakistan. Et en fait, on a quand même réussi à du coup tourner notre année entière d'athlète pro avec un voyage. Et du coup, et en sachant que, entre guillemets, si tu pars de ce principe-là, tu peux presque le prendre une fois tous les 2 ans, quasiment, si tu arrives à monter des projets. Enfin, nous qui ne sommes pas que des alpinistes de haute altitude, pardon, on peut très bien arriver à monter des projets aussi qui sont européens, tu vois. Et du coup, dans la vision, comme tu dis, à un peu plus long terme, nous, on n'est pas du tout contre le fait de justement... Enfin, au contraire, on est même vraiment pour. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas fini ce qu'on avait à faire sur ce plateau-là. Et qu'on essaie du coup de... en fait, je dis ça, comme tu dis, c'est pas binaire. On essaie de jongler avec notre conscience et nos objectifs de la meilleure manière possible pour... on va dire s'en sortir sans que ça ait aucun sens, quoi. Je pense que c'est ça. Mais oui, l'objectif pour aller dans ce que tu dis, c'est l'objectif, je pense, à long terme. Oui, c'est de prendre l'avion une fois par an ou une fois tous les 2 ans, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, c'est un objectif qui me paraîtrait OK, tu vois, avec moi-même et tout. C'est de faire ça et de trouver des projets, tu vois, des combos, des projets de un peu pour renouveler ce qui a déjà été fait, pour essayer de trouver un peu des alternatives, on va dire, à ce qui a été fait en France, en Europe et tout. Ouais, je pense que c'est un truc qui nous motive, où on peut vraiment faire de la performance, pousser une certaine manière de performance. Mais ouais, ou partir en bateau, enfin voilà, faire des choses comme ça. Et c'est aussi un truc qui est pas compatible avec la compète, parce que nous, du coup, on a déjà plus que 6 mois de l'année pour faire des choses. Parce qu'entre s'entraîner pour les compètes et aller en compète, ça nous prend 6 mois. Et du coup, c'est un vrai problème aussi, c'est la forme physique qu'on doit avoir pour ces 6 mois-là et tout. En fait, c'est incompatible avec partir sur un voyage et rester plus de 6 semaines là. Déjà, 6 semaines au Pakistan, c'est la catastrophe. Donc, tu vois, et pareil, avec un trip un trip en bateau ou quoi, c'est vraiment pas compatible du tout, quoi. Du coup, dans le futur, ouais, être plus chill aussi sur nos temps qu'on va se donner libre pour voyager, tu vois, et pour réaliser des projets. Ça change vachement la donne. Je te laisse conclure. Voilà, merci à tous.
Moi, j'avais juste pour poursuivre ce sujet-là, j'avais une dernière question. Mais vraiment. Vas-y. C'est horrible parce qu'on n'a qu'un micro pour deux. En vrai, on a raté plein de questions. Hein. Ah, On mais avait il n'y a prévu pas de vraiment souci. beaucoup plus. Mais bon. Mais on a fait que Mais parler. nous, on adore discuter. Hein. Si on n'avait pas un créneau derrière, on serait resté encore 1 heure avec vous. Allez, Coralie, c'est la dernière. Ok. Du coup, moi, je rebondis encore sur ce que vous disiez là, sur le fait de prendre l'avion, le fait que aussi c'était important votre bonheur personnel. Et j'imagine, enfin, on est de la même génération. Et il y a c'est quand même un sujet qui est de plus en plus prenant. Et est-ce que vous recevez pas un peu des critiques du fait de prendre l'avion, d'avoir un discours qui peut être vu comme assez individualiste? Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Ou est-ce que je me trompe totalement? J'ai envie de te dire que des haters, il y en a à tous les coins de rue et sur tous les sujets, en fait. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une réalité aussi, c'est que je ne sais pas vraiment toi dans quel milieu tu évolues, mais de ce que j'ai compris, tu es quand même une grimpeuse, tu as plutôt quand même cette... Elle est intransigeante, Coralie, c'est horrible. Elle a plus de voiture. Voilà. Ouais, non mais, Mais- non, mais trop bien, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que t'évolues dans comment dire, t'évolues dans un milieu de grimpeurs. Et aujourd'hui, nous, on se rend compte quand même que le milieu de la montagne, des grimpeurs et tout, c'est un milieu qui est, dans un sens, hyper en avance sur tous ces sujets-là. Et que par contre, à l'inverse, tu vois, par exemple, plein de nos sponsors, ça nous est déjà arrivé de proposer des projets. Mais pas les sponsors milieu montagne, justement. Voilà, pas les sponsors D'autres. milieu montagne, parce que ceux-là, en fait, nous, on s'en rend compte, ils sont quand même hyper, comment dire, en lien avec tous ces trucs-là. Ils sont conscients, ils ont des connaissances et tout. Et à l'inverse, tu as des partenaires, ceux qui souvent d'ailleurs donnent pas mal d'argent. Ils sont à un niveau de conscience dans ces sujets-là qui est tel que quand tu leur exprimes un projet en disant ouais, on va partir à vélo, on va faire ça, machin, patati patata, on va grimper telle voie, mais bon, c'est pas la plus dure, mais en même temps, comme on arrive à vélo et tout, en fait, ça va être extrême. En fait, ils te regardent avec des grands yeux et là, ils te disent mais mec, je te file peut-être 50 patates, qu'est-ce que tu me casses les couilles, tu vas prendre ta bagnole et tu vas aller faire une voie dure, genre. Qu'est-ce que c'est que ton plan? J'y comprends que dalle. Et en fait, ils sont même pas en train de conscientiser le fait de dire ah ouais, en gros, en faisant ça, ils vont donner l'idée à d'autres personnes de changer la performance pour en faire un truc qui soit plus éco-responsable. En fait, eux, le mot éco-responsable, ils l'ont même pas intégré encore. Ça fait même pas partie de leur vocabulaire. Et du coup, c'est là où je voulais en venir, juste de dire aujourd'hui, dans le milieu corps de la montagne et de la grimpe, il y a une vraie éducation à ce sujet-là et les gens, ils sont quand même très, très en avance dans plein de domaines. Et du coup, On espère que c'est de l'avance et que ça va suivre. ouais, Est-ce non, que- mais c'est pas est-ce sûr. que- Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, on sait pas, tu vois. Mais la réalité, elle est quand même là. Et du coup, à l'inverse, tu as plein de gens qui, au contraire, sont plutôt à nous suivre quand on part faire une Coupe du Monde que quand on part faire un trip à vélo. Parce que la performance, elle n'est pas vue de la même manière. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'est Luna, plutôt le community manager. Et on voit les likes, c'est tout con, mais les gens, ils sont intéressés par quand on ramène une médaille ou qu'on fait une croix qui a de la gueule plutôt qu'une histoire qui a un sens, tu vois. C'est fou, hein, mais Putain, déprime. On va arrêter le podcast. voilà. Non, Tout mais de c'est vrai. suite. Non, mais tu vois, et à l'inverse, par contre, il y a plein de gens, comme tu dis, mais c'est souvent les gens de notre milieu, le milieu de la grimpe, de la montagne, qui sont trop contents et trop à fond quand on va faire un projet ou qui a un sens. Mais c'est juste pour dire, nous, on évolue dans 2 strates différentes, tu vois. D'un côté, des politiciens, par exemple, genre la région, tu vois. Et de l'autre, des sponsors du milieu de l'escalade, par exemple. Et c'est 2 mondes, mais complètement différents, avec franchement, des vocabulaires complètement différents et une prise de conscience qui est incroyablement loin l'une de l'autre. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Ça donne mais- envie d'une petite caméra cachée pour vous suivre pendant genre 6 mois. Quoi. Mais des fois, franchement, tu as des réflexions, mais c'est d'un autre monde. Ouais, on peut pas tout raconter, mais je pense qu'il y a des trucs qui vous feraient rigoler. Non, mais c'est bien, super. Ça vous Et fait grandir après, encore, ouais, j'imagine. et même, tu vois, avec les. Enfin, nous, on a eu quand même une petite difficulté là, justement, le moment où on avait pris un peu parole sur ça et tout. Et on a aussi eu un peu une période compliquée parce que, justement, ouais, on avait quelques messages ou quelques trucs qui étaient pas évidents, alors que pour nous, ça partait quand même d'une envie de bien faire et d'une envie. Tu vois, nous, quand on a commencé vachement à réfléchir sur ça et tout, notre idée, c'était de faire vraiment gaffe en termes d'alimentation.
et de du coup se permettre, communiquer là-dessus et se permettre à côté de continuer des voyages en avion et tout, parce que pour nous ça c'était un truc qui était inchangeable dans notre volonté. Et ça, tu vois, ça a pas du tout. Enfin, voilà, ça a été compliqué plus compliqué qu'on pensait de communiquer sur ça. Alors que pour moi, ça reste un truc qui se tient énormément, tu vois, aujourd'hui à l'échelle planétaire. Si tu compares les émissions de carbone des transports, les émissions de carbone de l'alimentation, c'est pareil. Du coup, ça reste un combat qui est très important, je pense, l'alimentation. Et tu vois, on a eu pour ne cibler aucun magazine, mais il y a eu quand même une phrase ciblée pour nous dans un article qui disait que faire un voyage à vélo puis une compétition en avion ou je sais plus, ou un voyage en avion, ça équivalait à sauver un chien errant et mettre le feu à une SPA. Ouais. Tu vois. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que même les médias de notre sport, les médias ils en sont à te tirer dessus à balles réelles. Dans ce truc de, en fait, il faut être parfait pour pouvoir prendre la parole, tu vois. Et nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Je crois que Protect Our Winter, moi j'ai eu la chance d'avoir des moments éducatifs avec eux. Et ils t'apprennent tu seras jamais parfait de toute façon. Ce qu'il faut, c'est avoir le courage de prendre la parole et de parler de ce que tu essaies de faire mieux et de ce que tu n'arrives pas à faire mieux. Et complètement. Parler de ces deux côtés de ton cerveau qui ne sont pas d'accord, mais voilà quoi. Ah non, mais complètement. Mais c'est du coup, nous, ça nous avait, tu vois, c'est des petits trucs qui te marquent, de te dire, t'as même un média spécialisé, tu vois, il va lâcher des c'est trucs pas facile. comme ça. En vrai, vois, vraiment, je peux dire que c'est pas facile. Moi, je trouve ça pas facile à gérer. Moi, c'est un truc qui m'énerve en fait, clairement. Voilà. Ou tu vois, il y avait eu un article qui avait fait un peu du bruit à un moment, je me rappelle, sur les voitures, tu vois, les partenaires voitures. Et en fait, le journaliste en question cintrait un peu tous les athlètes là, et je trouvais ça très très fleur bleue la façon dont il en parlait, tu vois, très déconnecté de la réalité et de ce que ça représente, et enfin, tu vois, il parlait de partenariat avec la SNCF, t'as envie de lui expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est un peu trop joli pour Autant que je sache, ça n'existe pas. Hein. Ah non, ça n'existe pas, ça n'existe pas du tout. Et puis c'est quand même. Je lève la main. Ouais, voilà, c'est ça. T'as envie de lui dire, bah ouais, gros, vas-y, Si mais ça surtout, existait, mais fais mon agent. T'aurais ton virement très en retard. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi hyper déconnecté de la réalité de ce qu'est le haut niveau en France. Aujourd'hui, le haut niveau en France, c'est 70% qui sont en dessous du seuil de pauvreté des athlètes. Hein. C'est quand même énorme. Donc, quand il y a quelqu'un qui te propose de l'argent, il y a plein de fois où tu le prends juste, parce que sinon tu vas encore bouffer des pâtes pendant les 6 prochains mois. Et aussi de la complexité de la vie d'un athlète de haut niveau. Enfin, moi aujourd'hui, je passe tellement de temps dans ma voiture. Franchement, j'aimerais bien ne pas le faire, tu vois. Mais la réalité, c'est que pour que mon système il fonctionne, ben il y a un nombre de jours où j'ai pas le choix, c'est indécent. Donc il y a des réalités, et nous en tout cas, comme tu dis, c'est pas binaire, et on essaie juste de naviguer au mieux, je pense, dans ce truc-là de, comme tu dis, il y a un peu deux cerveaux et c'est un peu la contradiction, mais il faut arriver à trouver le truc, je pense, le plus juste pour être heureux et continuer à faire quand même ce qui te plaît, et pas être complètement à l'envers de tes comment on appelle ça, de tes convictions et Mais le plan facile là, c'est de continuer bien faire des compètes, ensuite pas mal d'XP, et puis dans 20 ans on dit que là je pense que c'est temps d'arrêter de prendre l'avion et tout, parce qu'on n'en a plus besoin. Non, mais c'est pas visé directement à toi, mais c'est quand même, c'est tout le monde c'est quand fait même ça. un peu une réalité du drôle, sport, de nos milieux, quoi. Mais t'arrêtes de prendre l'avion, et puis bientôt ta carrière elle s'arrête aussi, hein, donc faut quand même être au courant. Bah ouais. Mais je trouve ça intéressant que vous parliez de tout ça, surtout que vous le contextualisez bien. On a toutes les réalités aussi économiques où on se rend compte que c'est... Exactement. Et du coup, en tout cas, moi, c'est... En tout cas, non, j'ai pas de question. L'argent, c'est hyper tabou en France, mais ailleurs, à l'étranger... Enfin, tu vois, typiquement, nous, en France, il y a très peu d'athlètes avec qui on arrive à parler d'argent. Seulement des très proches à nous. Mais par contre, à l'étranger, c'est des sujets qui sont vachement moins tabous. Et en fait, c'est dommage qu'en France soit autant tabou l'argent, parce que c'est quand même
un truc, c'est quand même le nerf de la guerre par rapport à tout, parce que l'écologie, c'est un sport de riches aussi, tu vois. Et du coup, c'est pas pour rien, c'est parce que aussi il y a plein de choses qui peuvent être faites quand tu as les moyens et des fois tu peux pas quand tu n'as pas les moyens. Je trouve. C'est ma vision du truc, pardon. Mais c'est très intéressant. Et puis en fait, je trouve cette transparence que vous avez eue tout au long de l'épisode, ça permet d'avoir un discours plus modéré, compréhensible. Et merci pour ça. Tant mieux. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, on a très envie de continuer, mais bon, vous retournez à l'ICE. C'est très bien. Ouais. Donc, Bonne bonne soirée. Bonne Merci. ICE. Vous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si tu es arrivé là, on imagine que notre échange avec Tristan et Luna là devant t'a particulièrement plu. Alors n'hésite pas à suivre le podcast pour ne manquer aucun épisode. On est présente sur toutes les plateformes d'écoute. Tu peux aussi t'abonner à notre compte Instagram, Altitude Podcast. Et avant de se quitter, on te rappelle que l'on a nourri les notes de l'épisode de toutes les références que l'on vient de citer dans cet échange, ainsi que de quelques recommandations pour aller plus loin. À très vite!